Nous sommes le mercredi 8 octobre, amis sportifs, bonsoir, bienvenue sur Spectrum Télévision, bienvenue dans la nuit du sport. Votre magazine de débat hebdomadaire. Dans la pause actu ce soir, éliminatoire Coupe du Monde FIFA 2026, le Cap-Vert et le Cameroun toujours au coude à coude dans le groupe D, malgré la victoire des Lions indomptables cet après-midi par 2-0 sur le terrain de l'île Maurice. Le match compte pour la 9e journée qui se poursuit jusqu'à vendredi. Et en attendant l'Angola lundi prochain à Yaoundé pour le dernier match de ces éliminatoires, le Cameroun a-t-il toujours son destin en main? Victoire certes, mais une qualification reste-t-elle encore possible pour cette Coupe du Monde? Ne manquez pas l'analyse de nos invités dans un instant. Et puis, en seconde partie de cette émission consacrée au débat, nous sommes donc mercredi et il y a plus que 4 jours. Les Camerounais vont se rendre aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Le chef de l'État, Paul Biya, président également du RDPC, est candidat à sa propre succession et sera face à 11 adversaires représentant différents partis politiques de l'opposition. Alors, vous avez sans doute constaté ces derniers jours que les sportifs ne sont pas restés en marge de la vie politique du pays. Joseph-Antoine Bell, François Mambik, Bill Chateau, Jules Denis Onana, en passant par Samuel Eto'o-Fils, sont par exemple ceux qui ont pris la décision de soutenir par exemple le candidat du RDPC, Paul Biya. Mais au-delà d'une telle démarche, il est question ce soir de scruter et d'analyser la place que les 12 candidats à la présidentielle du 12 octobre accordent au sport dans leur programme social s'ils venaient à être donc élus. Qui est le meilleur candidat pour le sport camerounais? Qui est le champion de l'offre politique sportive? Des questions qui ont amené notre compatriote humaniste, expert en marketing sportif et directeur d'agence de business sport, Nassène Djoya, a rappelé par exemple qu'au XXIe siècle, le sport n'est plus simplement une affaire de loisirs, mais il est devenu un pilier stratégique du développement des nations, surtout qu'avec son économie estimée à 800 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale, soit 40 fois que celle générée par la musique, le cinéma et l'audiovisuel réunis. Le sport est devenu l'un des leviers les plus puissants de rayonnement, de croissance, de cohésion sociale, de soft power au XXIe siècle. Et on tentera de voir justement si les candidats en lice ont la même perception de ce sport-là qu'a justement notre humaniste Nassène Djoya, qui a accepté de partager ce plateau avec nous ce soir, afin aussi de mieux expliquer ces réflexions. C'est d'ailleurs ces différentes réflexions qui ont guidé l'organisation d'un débat à quelques jours de cette élection présidentielle. Nasser, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Makeda, bonsoir à tous les autres panélistes, bonsoir aux candidats et bonsoir aux électeurs camerounais. Voilà, merci d'être là. Alors, peut-être petite question avant de continuer la présentation des invités. Vous revenez du Rwanda, où il y avait le championnat du monde de cyclisme. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas? J'avais des réunions avec le board de la Confédération africaine de cyclisme, notamment le président Ala Kwame, qui est le tout nouveau président de la Confédération africaine de cyclisme, sa secrétaire générale, Mme Jaïka, ainsi qu'un de ses vice-présidents. Donc, on a abordé les enjeux et les challenges du marketing au sein de cette Confédération africaine de cyclisme et les collaborations futures que nous allons entreprendre avec notre agence de business sport, Palmarès Sport Organization. C'était aussi l'occasion de voir ce que le Rwanda fait vraiment d'excellent, parce que c'était la toute première fois que l'Afrique accueillait le championnat du monde de cyclisme, qui se tient quand même chaque année. Aucun pays africain n'avait fait cette démarche, et c'est vraiment un boost dans l'économie du Rwanda. Trouver un hébergement à Kigali, une ville de 710 km², donc c'est-à-dire l'équivalent de Yaoundé, Douala et Bafoussam, c'était pas facile du tout. Et on annonçait plus de 30 000 visiteurs. Les différents Européens et Américains que j'ai rencontrés là-bas étaient émerveillés, parce que l'organisation était impeccable. Et la victoire de Tadej Pogačar, le Slovénien, c'était vraiment anecdotique. Plusieurs personnes ont émis le vœu lors de nos discussions de revenir visiter le Rwanda. C'est à ça que sert généralement
les événements sportifs, à booster le secteur du tourisme, à booster le secteur de l'agroalimentaire. Et je pense qu'un pays comme le Cameroun, s'il organise même pas seulement des événements sportifs, mais des événements, si elle en accueille, va donner un coup de boost énormément à notre économie. Merci bien pour ce témoignage. Également en plateau ce soir, Didier Yimkwa, homme politique et analyste des sports aussi. Didier, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir aux candidats. Différents candidats, à qui je rends un vibrant hommage. Vous savez, par le passé, j'ai été mêlé à ce type de jeu avant de me retirer aujourd'hui pour rester dans le couloir de la société civile. Lorsque vous avez atteint ce niveau de responsabilité, candidat à une élection présidentielle, c'est comme si vous avez planté un arbre dans votre jardin qui pourra résister après vous et à partir duquel on pensera toujours à vous. Donc c'est pour cela que à ces 12 candidats, je leur souhaite un bel avenir et surtout patriotique. D'accord, Maître Martial Biba, expert en arts martiaux et analyste de sport, avec nous également au plateau. Maître, bonsoir. Bonsoir Lydie Makela, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Spectrum TV. Je profite de l'occasion pour juste balancer un pibert de Joseph-Antoine Bell. 8 octobre 1954 et je suis très content une fois de plus d'être invité pour essayer de développer les sujets qui concernent le sport et la politique. D'accord, et puis c'est Chikamdem Kwam, ancien arbitre, il a également été directeur général des football clubs de Baham, beaucoup de casquettes, ancien vice-président aussi de la Ligue de football de l'Ouest. Serge, heureuse de vous retrouver, bonsoir. Plaisir partagé Lydie, merci de partager le plateau avec ces éminentes personnalités. Salut à tous ceux qui nous suivent et bonne chance aux candidats qui postulent pour l'avenir de notre pays. On espère, depuis des problèmes que la vie nous réserve, de non seulement pouvoir être à la hauteur des attentes, mais aussi d'apporter quelque chose de plus par rapport à ce qui est développé. Je vais profiter ici pour souhaiter les sincères condoléances à la famille d'un ancien camarade du lycée. Je suis le président de l'association des anciens élèves. On a perdu un des nôtres, Joël Freddy Nana, que vraiment son épouse et toute sa famille se sentent confortés par nos souhaits de condoléances et que son âme puisse reposer en paix. Voilà. Sincères condoléances à toute la famille. Merci. On va démarrer cette émission. La première partie, ici, évidemment, la pause actuelle. Ce soir, on s'intéresse aux éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026. C'est donc parti pour la 9e et avant-dernière journée de ces éliminatoires. Cet après-midi, le Cameroun était du côté de l'île Maurice pour affronter l'équipe nationale locale. 2-0, c'est le score à l'issue de cette rencontre. On revient sur ce match avec vous, Oni Ladonnette. Également, une victoire de la... The indomitable Lions of Cameroon have backed the full 3 points against the Dodos of Mauritius, courtesy of Mumin Gamale and a late clinical finish from substitute Brian Bumo in a must-win match on match day 9 of the World Cup qualifiers. The victory sees the Lions close the gap on group leaders Cape Verde from 4 points down to just a 2-point deficit heading into the final or decisive match day. Coach Mark Brees' starting lineup saw a tactical shake-up, giving Kaleta Eyong his first cap in attack alongside veteran Eric Maxim Choupo-Moting. The engine room was marshaled by Baleba and Archie Avom, providing the platform for Ngamale and Kudu to walk the flanks. In defense, Ngandu returned to the heart of the backline alongside Nutolo, flanked by Chachua and Negida as the fullbacks. The 4-4-2 formation looked solid on paper, but the team lacked a cutting edge in the final third. The first 45 minutes ended in a goalless stalemate, with the attacking Furies feeling unimpressive and lacking precision, a major source of frustration, especially with news filtering through that group rivals Libya were pulling an offset, leading 2-1 at the break. Brees made a swift change after the halftime whistle, ringing in Christian Bassogog for Georges Kevin Kudu at the 46th minute, looking for more penetration. The breakthrough finally arrived in the 56th minute. Carlos Baleba's searching cross was deflected by a Mauritanian defender, falling perfectly from Gamale, who showed great poacher's instinct, hitting a sweet left-footed strike from the center of the box into the bottom corner to finally open the scoring. Qui va replier sur le gardien de but André Onana.
Baleba choisit de sauter les lignes pour chercher Christian Bassogok. L'occasion du but, et c'est le cas du Cameroun. L'ouverture du score. Une signature de Nicolas Moumi Ngamaleu. Exactly what Cameroonians have been expecting from the... Despite the lead, the Lions struggled to find the insurance goal. The Belgian tactician made a double substitution in an attempt to freshen up the attack, bringing on Brian Bemo for Ngamaleu and Zambo Anguissa for Baleba. The cushion arrived in stoppage time at the 90+1 minute. Following a well-worked attack, a Bemo shot assisted by Bassogog was parried by the Mauritanian keeper, only for the Manchester United forward to follow up with predatory speed, burying the rebound to make it 2-0. Qui va chercher Christian Bassogok. Il le trouve avec un peu de réussite. Le centre second contre Brian Beaumont. Et la reprise, finalement, c'est au fond. Le but du mancunien des Lions indomptables, Brian Beaumont, pour le deuxième but. Brian Bemo scores the second goal. Again, I would say... The game ended 2-0, leaving Cameroon on 18 points, just 2 shy of Cape Verde, who showed incredible resilience to claw back a 3-1 deficit and secure a 3-3 draw in their match against Libya. At the same time, Eswatini had settled for a 2-2 stalemate with Angola. The final match day on October 13th is now set for a dramatic finale that will determine the group winners. It's do or die. Cape Verde hosts Eswatini, while Cameroon hosts Angola, with both matches kicking off simultaneously. Will the Indomitable Lions clinch a record-extending 9th qualification, or will Cape Verde secure their first ever World Cup bet? Only time will tell. Pour ce qui s'est passé tout à l'heure lors de cette rencontre entre l'île Maurice et le Cameroun, 9e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Didier Yimkwa, qu'est-ce que vous avez pensé des Lions ce soir? Bon, moi j'ai vu le match comme tout Camerounais normal qui aime son équipe nationale. Je ne suis pas un fin tacticien pour analyser les choix du coach. Je préfère le laisser faire son travail. Mais l'essentiel, c'est que nous avons gagné. Et puis, le prochain match, c'est un match couperet. Le match contre l'Angola, je crois que c'est le 13 ici. Lundi. Il faudra gagner ce match à tout prix et à tous les prix. Et nous sommes malheureusement rentrés dans les mathématiques, des si. Tout cela à cause des problèmes extra-sportifs. Parce que ce que nous avons eu, je crois, en Angola, la dernière fois, où nous avons livré un très mauvais match, malheureusement, risque de nous rester à travers la gorge. Mais j'espère que le Cameroun va gagner et que le Cap-Vert va faire un faux pas pour qu'on soit présent quand même au Canada. Au Canada, il y a une grosse diaspora camerounaise. Parce que pour moi, bon, on peut me tarder d'être nationaliste. Si c'est pour mon pays, je ne m'en voudrais pas. Parce qu'une Coupe du Monde sans le Cameroun, un peu comme une Coupe du Monde sans le Brésil. Je ne sais pas comment je vais regarder une Coupe du Monde à la USART. Donc j'espère que tous les dieux seront avec nous pour que le Cap-Vert puisse faire un faux pas. Nous gagnons notre match et nous sommes qualifiés. C'est un peu Nasser Ndjouya, vous restez un peu dans cette même configuration. On croise les doigts, on attend si l'autre peut faire un faux pas pour pouvoir passer. Je pense que si tous les dieux sont avec nous, ceux qui vont être aussi avec les Cap-Verdiens. Vous savez, Dieu ne mange pas que le ndolé, il ne danse pas que le makossa. Il doit aussi aimer les belles plages du Cap-Vert. Et je pense que les Camerounais avaient leur chance entre les pieds et n'ont pas tenu. Ils doivent s'apprendre qu'à eux-mêmes. Ça serait aussi beau qu'un pays de 500 000 habitants, peut-être aussi peuplé que Douala 5e, voire même moins peuplé que Douala 5e, se retrouve à la Coupe du Monde. Je pense que le Cameroun n'a pas pris les enjeux d'une Coupe du Monde pareille, que ce soit sur le plan économique, parce que les années de Coupe du Monde, généralement, le budget de la FECAFOOT est dépendant de la Coupe du Monde à plus de 50%. Donc je pense qu'il y a des enjeux économiques qu'il fallait prendre en compte. Et en ce moment, les dirigeants de la fédération devaient être un peu plus égoïstes et éviter des querelles d'ego. Après aussi, il y a aussi des enjeux diplomatiques.
Donc une Coupe du Monde aux États-Unis avec un président Trump qui redéfinit un peu la géostratégie peut permettre à un chef d'État comme celui que le Cameroun aura de le rencontrer sans passer par un cabinet de lobbying. On a vu par exemple le match d'ouverture à la Coupe du Monde 90. Le candidat du RDPC sortait d'une année un peu où il était malmené et il s'est fait un peu un certain aura diplomatique. Donc je pense que le président que le Cameroun aura dans quelques semaines savourera et dira merci aux liens d'État peut-être de l'avoir permis de discuter géostratégie ou économie. Donc je pense que tous les dirigeants c'est important qu'on se qualifie. Devaient intégrer cela en faisant une prospective et non de faire une gestion à la petite semaine. Donc si le Cameroun ne se qualifie pas de façon directe, il reste encore cette voie un peu très tortueuse qui semble ressembler aux Camerounais, qui aiment être au dos au mur et rappeler aux gens impossible n'est pas Camerounais. Je l'espère. Alors Serge, un commentaire par rapport à cette rencontre Île Maurice Cameroun de tout à l'heure. Je pense que le plus important c'était de gagner. La manière importait peu, et bien que sur le plan purement technique, tout en respectant ce qu'on a vu comme choix pour l'entraîneur qui écoute quand même, après ce qu'on voit, certaines observations qui lui sont faites. On a vu un gars de Gadju qui n'était pas là après, qui a fait son retour cet après-midi. On a vu un Ouaka Vincent qui a été laissé sur le banc. Et on a vu Karl Taillon qui est le feu follet des Camerounais aujourd'hui commencer le match avec beaucoup de plaisir, avec les Choupo-Moting et autres. On a vu cette... Zambo Anguissa, voilà, les Zambo qui ont attendu, qui sont venus après. Et on a vu une équipe relookée. Non, disons qu'aujourd'hui, le Cameroun, même si on est malmené pour la Coupe du Monde, il y a une CAN qui est en préparation. Qui arrive. Et aujourd'hui, il faut travailler non seulement les automatismes, mais il faut en même temps faire que les joueurs se plaisent à venir jouer et qu'ils les forment. Parce que sélectionner les joueurs, c'est une chose. Réussir à en faire une équipe en est une autre. Et je pense que c'est ce qui est recherché aujourd'hui par ce staff, qui vit ses problèmes en interne. Et je suis d'accord avec Nasser quand il dit qu'on n'a pas peut-être assez pris la mesure et qu'on est aujourd'hui responsable de nos propres turpitudes. Maintenant, comme on dit, on a la chance de ne pas être qualifié directement. Il reste cette possibilité de second tour. Croiser les doigts pour que le Cap-Vert, pour moi, ne serait pas juste. Il faut rester logique avec nous-mêmes. Le Cap-Vert, dans cette poule, mérite d'aller en Coupe du Monde, au moins de façon directe. Maintenant, le Cameroun peut aller en Coupe du Monde en prenant le chemin qui est le sien, c'est-à-dire se compliquer la tâche tout seul pour après aller bagarrer. Peut-être pour sortir du chapeau, parce qu'il faut déjà gagner le match de l'Angola pour être parmi les meilleurs deuxièmes, pour espérer entrer dans le second chapeau des équipes qui vont bagarrer pour la dernière place qui va rester pour le continent. Donc là-dessus, le match d'aujourd'hui c'était insatisfait au niveau du résultat. Il est important aujourd'hui de préparer celui qui va suivre lundi avec beaucoup plus de sérénité, le gagner avant d'espérer pour la suite. Parce que ne pas le gagner va compromettre davantage les chances. Parce que regardons bien ce qui se passe dans cette poule avec une Libye qui au départ semblait ne pas avoir des intérêts mais qui aujourd'hui a même presque gagné le Cap-Vert pour perdre à la fin. C'est-à-dire il a mené le Cap-Vert par 3-1 pour finir avec un score de 3 buts partout. 3 buts partout, Je crois que c'est au cœur de Fondant qu'ils ont perdu, ils ont fait nul parce que c'est une défaite pour eux. Ils sont aujourd'hui à 2 points du Cameroun, 3 points du Cap-Vert. Donc pour eux, rien n'est perdu non plus. Le dernier match, ils vont le jouer avec tout l'engagement nécessaire, tout en espérant que le Cameroun aussi fasse un faux pas ou bien que le Cap-Vert puisse faire un faux pas pour qu'il se situe au moins dans le second chapeau. Donc il est important pour chacun de donner le meilleur de lui pour que la dernière journée soit une réussite. Justement, on va Adonis Yamen qui est à la réalisation jeter un coup d'œil sur le tableau du classement dans notre groupe, le groupe D, avec le Cap-Vert qui est toujours en tête avec 20 points, le Cameroun qui est deuxième avec 18 points. Maître Martial Biba, voilà donc pour ce recap-là dans ce groupe D avec 20 points pour le Cap-Vert, 18 pour le Cameroun. La Libye, 15 points. 15 points, l'Angola 11 points, notre adversaire de lundi, Maurice 6 points et puis Eswatini qui ferme la marche avec 3 points. Maître.
Oui, je pense que le Cameroun mérite être à cette position par rapport à sa victoire. La victoire étant l'objectif final de ce soir, parce qu'en perdant, on ne devrait plus être en train de regarder le tableau comme on regarde là maintenant, ni en faisant un match nul. Le karma existe aussi dans le sport. Surtout qu'après la première mi-temps 0-0, effectivement, ça ne changeait pas du tout. Oui, après la première mi-temps, je pense que nous avons eu 2 corners, 2 tirs cadrés. Nous avons constaté, même comme si peut-être la première mi-temps était peut-être une période d'observation, nous avons vu un peu une défense qui était constamment en train d'attendre que les milieux viennent prendre le ballon et repartir. Et ça créait tout simplement un vide au milieu du terrain, parce que quand les milieux se déplacent pour venir prendre le ballon et remonter, ça crée un retard et un vide pour retrouver maintenant le côté offensif. Et il faut constater aussi qu'au niveau de la défense, on a cru voir aussi un peu une philosophie entre l'expérience et la jeunesse, parce qu'on voit un Gandeux qui est là, expérimenté, on voit la jeunesse avec les autres défenseurs qui avaient le vent en poupe. Il faut maintenant faire ceci, il faut doubler d'efforts parce que pour les techniciens de la chose, ils ne regardent pas seulement le résultat. Les techniciens ne regardent pas seulement le résultat, même si le résultat est le point final, les techniciens regardent tout simplement le fond du jeu. Est-ce qu'il y a un fond du jeu? Parce que le fond du jeu qu'ils regardent, c'est le fond du jeu par rapport aux échéances qui nous attendent. Parce qu'en Coupe d'Afrique des Nations, vous ne pouvez pas, disons des vérités, en Coupe d'Afrique des Nations, on ne pouvait pas élaborer. Il est bien vrai, les matchs ne se ressemblent pas. Vous ne pouvez pas élaborer le jeu de ce soir face à une équipe comme le Maroc qui organise, face à d'autres équipes qui se préparent. Mais maintenant, le coach est le seul à savoir si réellement il était en train de faire un test ou bien il a un système de jeu qu'il garde, que le Cameroun va essayer de sortir ce système de jeu quand il sera vraiment dos au mur. Nous ne pouvons pas souhaiter, je rejoins Serge, le karma existe dans le sport. À partir du moment où vous commencez à souhaiter que les autres nations n'aillent pas et que vous devez avoir cette place. C'est une façon de parler, c'est un jeu. Non, je répéterai mon mot. Si c'est pour ça, ne vous gênez pas, mais je répéterai mon mot, c'est ma posture. C'est une façon de parler. Le vendeur de cercueil prie pour qu'il y ait des cadavres, pour qu'il puisse vendre ses cercueils. On ne va pas être trop triste. Ne vous gênez pas, c'est ma posture. Je comprends que c'est un jeu de mots. Et nous comprenons aussi qu'en regardant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Cap est l'une des nations actuellement qui élabore un football qui est appréciable. Et on a besoin de ce beau football là-bas, au lieu de faire des préférences ou bien au lieu de faire des choix d'émotion. Ça n'existe pas dans le sport. Donc, au niveau du résultat, le Cameroun a gagné ces 2 points, et c'est 2 buts à 0. Je pense face à l'Angola, nous verrons un autre football. Nous ne verrons pas le même football, le même fond de jeu que nous avons ce soir, parce que je pense que les Lions indomptables sont conscients avec le coach que l'Angola est une équipe qui ne joue pas seulement profil bas, c'est une équipe qui joue profil bas et profil haut à la fois. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable d'attendre le ballon, est capable de remonter, faire des contre-attaques. En ce moment, il faut avoir des joueurs très mobiles. Quand vous jouez face à une équipe qui joue au profil bas, il faut avoir des joueurs très mobiles. Si vous avez des joueurs qui ne sont pas mobiles, vous subissez complètement le match. Donc moi, je dis merci, bravo, pour peut-être c'est un choix tactique, c'est une philosophie de réserve pour Mabrice. Je ne peux que dire pour l'instant, pour la victoire, le succès, à travers Momen Gamalo à la 56e minute et Brian Bemo à la 92e minute. Ouais. Et on a vu aussi André Onana aborder le brassard des capitaines lors de cette rencontre maître. Et effectivement, on a besoin... Est-ce que vous comprenez la petite polémique qui a jailli là? Est-ce qu'on lui donne le brassard alors que... Non, il mérite le brassard quand le responsable ou bien quand le propriétaire a vie du brassard de Lions indomptables n'est pas sur le terrain. Donc c'est normal, c'est un cadre qui peut motiver ne serait-ce que sa défense, parce que de l'autre côté, soit le milieu en attaque, on sait qu'au milieu on peut avoir Zambouangé, ça qui peut motiver le milieu de terrain, en attaque on peut avoir Aboubakar Vincent qui peut motiver l'attaque. Donc c'est normal qu'il ait ce brassard, d'autant plus qu'il est aussi parmi les cadres de Lions indomptables qui savent que nous sommes dos au mur. Donc il faut galvaniser toute l'équipe pour pouvoir être en Coupe du Monde. Alors peut-être
Est-ce qu'on doit encore parler des risques économiques et même du soft power si on ne se qualifiait pas? Je l'ai évoqué tout à l'heure, Voilà. donc ces risques sont là. Ça serait un gros manque à gagner pour l'Africafoot, qui devrait faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et de créativité pour pouvoir générer des revenus. Parler de soft power, oui, mais en même temps, pour un pays qui n'a pas une stratégie de soft power, on peut dire que ce n'est pas très, très dangereux. Mais en termes de rayonnement, c'est la première Coupe du Monde à, je crois, 32 pays. Donc, ça aurait été intéressant que le Cameroun puisse y être, surtout qu'on a contribué d'une façon ou d'une autre à ce qu'on passe de 3 à 5. Et donc, être parmi, quand on a 9 pays, ça nous aurait permis, comme je le dis, de développer des partenariats économiques, selon ma vision de ce qu'est le sport, de faire rayonner le drapeau du Cameroun. Et même localement, une Coupe du Monde, très souvent, booste l'économie locale. L'économie locale, tout à fait. Voilà, on va donc rappeler que le Cameroun dispute son dernier match lundi prochain du côté de Yaoundé. Ce sera face à l'Angola, match évidemment déterminant. Et on espère que les Lions indomptables vont pouvoir remporter cette rencontre et pourquoi pas, à l'issue du processus, se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. On rentre sans transition dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat avec comme thématique principale ce soir, présidentielle 2025. Quelle place occupe le sport dans le programme des candidats? Je disais tantôt, il sera donc question pour nous de scruter quelques programmes qu'on a pu trouver et voir si certains ont parlé de sport dans le programme, si d'autres n'ont pas parlé. Quelle interprétation peut-on faire? Déjà, on rappelle quand même, avec ce tableau récapitulatif, les 12 candidats à la présidentielle qui sont là cette année, avec ces différents candidats-là, le président de la République, Paul Biya, Belou Maïgari, le président Agbe, Issa Chorma Bakari, Irami Yoji, UMS avec Pierre Kwemo, le PUS avec Serge Espoir Matomba, Cabral Libi du PCRN, Akeremouna qui s'est rallié à Belou Maïgari, Joshua aussi du SDF, et puis Patricia Damjoya de l'UDC, la seule femme parmi ces 12 candidats retenus donc pour le scrutin du 12 octobre prochain, et c'est dimanche. Et ce soir donc on regarde un peu, est-ce qu'on ces candidats s'intéressent au sport, oui ou non? Est-ce que les sportifs même, pour commencer, s'intéressent à la politique dans notre pays? On l'a vu ces jours-ci, la sortie de certains enseignants indomptables réunis en association, monter au créneau, et puis soutenir la candidature du président du ADPC, donc le candidat Paul Biya. Pour savoir pourquoi, je propose de regarder cet extrait d'une petite vidéo avec de Bill Chateau, qui est à la tête justement de cette association Ali Foot. On va l'écouter. Bon, peut-être le temps pour la réalisation de Calais, c'est tellement. Je voudrais bien, de manière un peu globale, avec Didier Yimkwa, une analyse un peu rapide par rapport à notre environnement sportif au moment où on s'apprête à passer, à franchir une étape importante de notre vie dès le 12 octobre prochain. Oui, j'ai passé en revue au moins, je crois, près de 6 programmes. On va rentrer dans le programme même. Donc, au moment où ils arrivent dans quel environnement? Est-ce que l'élément c'est pas encore prêt? C'est juste pour savoir, est-ce que ces candidats arrivent, selon vous, dans quel environnement? Ils arrivent dans un environnement où le sport n'est plus un simple jeu. Où le sport, on peut utiliser le sport pour beaucoup de choses, où le sport a plus donné en termes de diplomatie que la diplomatie elle-même. Je voudrais souvent dire ici que lorsque vous regardez les mascottes de ces événements, généralement, moi je dis ça en tant que militant écologiste, généralement, la FIFA utilise, grâce au programme des Nations Unies pour l'environnement, des espèces en voie de disparition, bien des espèces
qu'il faut protéger parce que le PNU, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, s'est rendu compte qu'il n'y a pas mieux que le sport en général et en particulier le football pour être utilisé comme un outil de sensibilisation. Donc, ce n'est pas à tort, si vous voyez les animaux, des espèces, comme je l'ai dit tantôt, être utilisés comme la mascotte. Parce que ce soit les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, ça rassemble quand même les gens de toute la planète Terre. Et puis, lorsque la mascotte est portée par une espèce, le message passe très vite. Bon, ça arrive dans une situation où notre football, par exemple, aujourd'hui, est traversé par beaucoup de crises à la FECAFOOT, les crises entre le ministère de tutelle et puis la FECAFOOT, le ministère avec d'autres fédérations. Bon, est-ce qu'il devait s'en occuper? Je dis oui, mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Lydie, vous savez, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, en 15 minutes, vous avez une profession de foi. Je sais de quoi je parle. Donc, même en 15 minutes, vous avez un programme politique, vous avez une profession de foi. Mais sauf que l'essentiel ici n'est pas de rédiger dans un document. Le plus important, c'est d'être capable de défendre. Et là, je m'abstiens de faire le procès des médias, parce que les médias, malheureusement, ont suivi le couloir des hommes politiques qui étaient à la recherche d'un oiseau rare, d'un messie capable d'ébranler la baronnie biaïste. Et nous sommes tous engouffrés là. Et aujourd'hui, on n'a pas eu la chance d'avoir des débats entre les candidats. Tous les candidats, je n'ai pas vu, parce qu'ailleurs, que ce soit en France ou aux États-Unis, lorsqu'il y a une élection présidentielle, vous avez quand même des plateaux où on oppose chaque candidat. Et l'agenda est bien fixé. Et en ce moment-là, on peut facilement découvrir les imposteurs, les usurpateurs ou bien ceux qui sont vraiment très sérieux pour une telle élection. Malheureusement, tel n'a pas été le cas parce que très tôt, on est passé à la recherche d'un oiseau rare, du messianisme, la coalition, le mandat impératif nul, ce qui malheureusement a bouffé assez d'énergie et qu'aujourd'hui, je crois 2 ou 3 jours des élections présidentielles, on est presque passé à côté des débats entre les candidats, comme je l'ai dit. Sauf que vous avez des communicants qui sont sur les plateaux. Mais on va écouter justement Bill Chateau. Je pense que l'élément est prêt du côté de la réalisation. On l'écoute. La tête de François Mambi, but pour le Cameroun. Victoire au Nigeria. Victoire au Mali. À votre avis, tout ça venait de qui? De son excellence Paul Biya, de sa motivation. Au Mali, nous avons reçu de la première dame Chantal Biya 1 tonne, un avion de Bobolo et plein de mets du Cameroun pour nous galvaniser. Monsieur le ministre, monsieur le maire de Yaoundé 1er, mesdames et messieurs les autorités, chers frères et sœurs, chers camarades, Jules Denis Onana et moi, c'est un grand honneur, en ma qualité de président de l'association des anciens lions indomptables de football, AliFoot, de prendre la parole devant vous à l'occasion de ce meeting de soutien au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous, anciens lions indomptables, avons porté haut les couleurs de notre pays sur les stades du monde entier. Mais nous savons que nos victoires n'auraient jamais été possibles sans l'engagement et le soutien constant du président de la République en faveur du sport et du football camerounais. À travers AliFoot et l'engagement de ses membres, nous avons choisi d'unir nos voix, nos forces et nos valeurs pour exprimer notre gratitude
et notre soutien à son Excellence Paul Biya. Notre démarche s'inscrit dans la fidélité aux valeurs de combativité, de solidarité et de patriotisme qui font l'identité des lions indomptables et que nous voulons transmettre aux générations futures. C'est donc avec conviction et responsabilité que nous affirmons aujourd'hui notre disponibilité à soutenir son Excellence Paul Biya dans cette campagne pour continuer à bâtir ensemble la paix, la stabilité et le progrès de notre nation. À présent, nos représentants des partis alliés au RDPC. Voilà un peu pour cet extrait de ce discours de l'ancien lien indomptable Bill Tchato au cours de ce meeting à Yaoundé, comme vous l'avez constaté sur cette vidéo amateur. Alors, avant peut-être de parcourir rapidement quelques programmes, quelques candidats qui ont attiré notre attention, de manière globale, Nasser Njoya, quel est le poids économique et diplomatique du sport dans le monde selon vous? Déjà sur le volet diplomatique, je vais vous citer les propos de deux personnes. Donc une de ces personnalités l'a tenue devant moi. Bon, Gérard Faure, je n'ai pas eu le privilège de le rencontrer, qui disait une victoire sportive a plus de retentissement qu'une guerre, puisque la victoire sportive touche les cœurs. Et une fois, j'étais dans le bureau de l'ambassadeur du Maroc, Moustapha Bou, qui a quitté le Cameroun pour retourner dans son pays. Il était doyen d'ailleurs d'âge des ambassadeurs. Et ses propos m'ont énormément intrigué. Venant d'un diplomate, Moustapha Bou disait la demi-finale du Maroc à la Coupe du Monde a fait plus que 100 ans de diplomatie marocaine. Waouh, c'est le mot que je m'étais dit. J'en revenais pas. Parce que pour lui, il y avait même des pays d'obédience musulmane ou bien de culture arabe qui avaient du mal à situer le Maroc sur la carte du monde, et avec cette Coupe du Monde, il avait fait. Je vous parle du Maroc qui est le pays le plus visité en Afrique avec 17 millions de visiteurs par an. Donc presque la moitié de la population du Cameroun, et voilà les propos d'un diplomate. Donc, sur le plan diplomatique, le sport n'est plus à démontrer, sa place n'est plus à démontrer. Vous regarderez même que durant les Jeux Olympiques, les premières places sont également trustées par les pays que vous retrouverez au Conseil de défense des Nations Unies. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui le sport était une façon de prouver au monde qu'on a la bombe atomique, mais on s'est développé l'humain. Quand on a organisé en 2023 l'Africa Sport Marketing Summit en partenariat avec la Liga espagnole, l'ambassadeur d'Espagne, dont le royaume fête la fête nationale le même jour de nos élections, le 12 octobre. Oui, son Excellence Ignacio Garcia Lumbrera, qui était justement un de nos intervenants à cet événement et qui parlait justement de la diplomatie sportive, a tenu ceci d'assez étonnant. Le sport était la deuxième entité qui fait parler le plus de l'Espagne au monde, devant l'économie. Et lui qui a été consul avant d'être ambassadeur, m'a révélé que le sport était l'un des premiers mobiles de visiteurs en Espagne. Parce qu'ils vont visiter soit le musée du Real de Madrid, du FC Barcelone ou celui de la Liga. On l'a vu en Côte d'Ivoire, le rôle que Didier Drogba a joué un moment pour rassembler son pays. Il s'est mis à genoux, il a demandé qu'un match se joue à Boaké. Et cela a décrispé les mentalités. On a vu Nelson Mandela, quand il est devenu président en Afrique du Sud, comment il a su utiliser le rugby, un sport dit de blanc, pour pouvoir rapprocher la communauté sud-africaine blanche qui était méfiante. Il a reçu
le capitaine, il est allé les visiter aux entraînements et il a assisté à tous les matchs de Bafana Bafana. Donc la place diplomatique du sport n'est plus à démontrer. Un jeune pays, ou bien un pays de taille économique, 26 milliards de dollars de PIB et autour de 15 millions d'habitants comme le Rwanda, aujourd'hui peut se taguer d'avoir des partenariats de nation branding avec Arsenal, le club anglais, Paris Saint-Germain, le club français, Bayern de Munich, le club allemand, et Atlético de Madrid, le club espagnol. Au point où certains l'ont accusé de développer du sport washing lorsque le conflit du Ngoma a pris une certaine ampleur. C'est-à-dire le sport washing qui est le fait d'utiliser le sport pour améliorer son image. Et la RDC, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie signer avec AS Monaco et le FC Barcelone. Donc ça veut donc dire que demain, les enjeux entre la RDC et le Rwanda se passeront autour d'un match FC Barcelone, Atlético de Madrid. Donc c'est pour dire quels sont aujourd'hui les enjeux du sport en termes de diplomatie. Et maintenant, sur le plan économique, ça me fait souvent sourire quand j'entends des personnalités, des gens érudits dans leur domaine, rappeler que le sport n'a jamais développé un pays. C'est vrai, ça revient tout le temps. Mais je peux le dire aussi que même le cacao n'a jamais développé un pays. Le cacao seul ne peut pas développer un pays. Il faut un ensemble d'agrégats pour développer un pays. Et le taux de remplissage d'hôtels, de compagnies aériennes en 2002 dans le monde sont tributaires de la Coupe d'Afrique au Cameroun et de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, il faut préciser que les chiffres économiques qu'on peut partager sont ceci. L'industrie de l'habillement, c'est 1500 milliards de dollars, dans lequel, avec le sport wave des Nike et du Puma, on peut également dire que le sport y est. L'industrie du tourisme, on va chercher dans du 3500 milliards de dollars. Qui dit tourisme, dit également les compétitions sportives. L'industrie de l'audiovisuel et du cinéma, que tu as évoqué tout à l'heure, dont STV en fait partie, est de 20,5 milliards de dollars. La musique que nous écoutons tous les jours, c'est 25 milliards de dollars. Le sport, c'est 800 milliards de dollars. Donc en fait, à l'échelle africaine, le sport serait un peu l'équivalent de l'économie de l'Afrique du Sud, du Nigeria, de l'Égypte, de l'Algérie, du Maroc, de l'Éthiopie, du Ghana, du Kenya, de la Côte d'Ivoire et de la Tanzanie, c'est-à-dire le top 10 de l'économie africaine. Le sport représente 2/3 de l'économie de l'Afrique, tout simplement. Donc, on ne peut pas se dire un candidat sérieux, un homme politique sérieux à une élection présidentielle et ne pas traiter le sport de façon sérieuse. Et autant j'ai eu du plaisir à faire la pesée des programmes sportifs des candidats en 2018, autant je me suis ennuyé sur 2025. Ok, on va tenter de comprendre pourquoi. Le temps pour nous justement de parcourir quelques programmes des candidats à cette élection présidentielle. On verra ceux qui ont accordé une place ou non au sport. On commence évidemment par le RDPC, parti au pouvoir porté par le président actuel, son Excellence Paul Biya, qui parle de profession, de la promotion dans sa profession de foi, il a parlé de la promotion du développement culturel, artistique et sportif et l'assurance du rayonnement du Cameroun. Il dit, vous réclamez des infrastructures sportives modernes, plus d'espace d'expression artistique et culturelle et un Cameroun qui défend davantage son intérêt stratégique et ses ressortissants dans le monde. À cet égard, je poursuivrai la modernisation des infrastructures sportives et je créerai des centres d'excellence afin de mieux détecter, former et accompagner les jeunes talents. Voilà un peu pour ce qui concerne l'aspect sportif dans la profession de foi du chef de l'État, candidat du RDPC. On regarde un peu
Du côté du SDF, le Social Democratic Front porté par Joshua aussi, il a parlé de capitaliser nos performances sportives pour faire rayonner le Cameroun. Le SDF constate que les politiques publiques s'intéressent au sport mais négligent les sportifs et ces derniers au quotidien vivent dans la précarité et n'ont pas d'autres solutions. L'objectif est donc de protéger et valoriser la biodiversité du Cameroun en vue de faire entrer le Cameroun dans le Conseil des Nations qui produisent et comptent transmettre aux générations futures un environnement sain. Pour y parvenir, le SDF dit, voilà, nous allons assurer la structuration des clubs sportifs en entreprises sportives soumises au respect des standards de gestion, assurer la défiscalisation du développement des infrastructures sportives, ce qui va permettre de combler le déficit en infrastructures et de rendre compétitifs les sportifs camerounais qui travaillent dans des conditions difficiles. Il est question aussi d'introduire un code du sport pour harmoniser le cadre légal en matière de sport, prendre en compte tout le potentiel sportif du pays et relever les défis d'une renaissance sportive. Résultat attendu par le SDF, les sportifs camerounais ont donc retrouvé le haut niveau et sont compétitifs à l'échelle mondiale. Nous élaborerons un statut spécial pour tous ceux qui portent haut l'étendard du pays. Ça, c'est ce qu'affirme le SDF dans son programme en ce qui concerne le domaine sportif. Alors, du côté des Cabral Libye du PCRN, dans son chapitre consacré à la culture, sport et identité nationale, voilà, ce sont des instruments puissants d'unité nationale, d'éducation civique, de rayonnement international et d'économie. Pourtant, au Cameroun, ils sont marginalisés, sous-financés, voire ignorés dans les politiques publiques. Il faut professionnaliser le sport, professionnaliser les disciplines sportives avec contractualisation des talents, création des ligues régionales et valorisation du sport scolaire, construction des centres sportifs polyvalents dans chaque chef-lieu du département pour démocratiser l'accès à la pratique sportive, mise en œuvre d'un programme national Un talent, une carrière pour encadrer les jeunes sportifs et artistes dès le plus jeune âge, en partenariat avec les écoles, communes et fédérations. Le PCRN qui parle également de rétablissement des compétitions inter-écoles, inter-établissements et interuniversités comme vivier des futurs champions et citoyens engagés, promotion de la diplomatie culturelle et sportive pour renforcer la visibilité du Cameroun à l'international et faire rayonner nos valeurs. Le candidat Issa Chiroma Bakari du FSNC a parlé, a présenté un programme autour de plusieurs réformes. Il a la priorité politique, par exemple, voilà, et voilà le deuxième chantier qui concerne l'audit complet et indépendant de l'État. Il y a également un troisième chantier sur les réformes institutionnelles. Et puis, on va également voir le quatrième chantier sur les réformes structurelles de l'économie. Le cinquième chantier va également se présenter, voilà, sur les réformes sociales. Il y a aussi un sixième chantier dans son programme, je pense, qui concerne, voilà, panafricanisme, diplomatie multipolaire. Voilà pour les différents axes du programme de société du candidat Issa Chiroma Bakari. Donc, pas un mot sur le sport, comme on peut le constater. Et puis, je propose qu'on termine un peu par l'UDC, portée par Patricia Tomaino Damjoya, la seule femme candidate dans cette élection présidentielle. Alors, sur le chapitre consacré au sport et loisirs, l'objectif est de développer une culture de sport et des loisirs aux fins de préserver la santé et de favoriser le brassage et la solidarité des populations de tous les âges. Action à conduire. L'UDC constate dans la faillite de la politique sportive au Cameroun et que les performances individuelles
valant à des Camerounaises et des Camerounais de bénéficier des encadrements à l'étranger. L'UDC est déterminé donc à accroître l'importance du rôle de brassage que joue la pratique du sport sur les plans internes et internationaux, mais aussi de la véritable industrie qui en découle. Voilà un peu pour ces programmes-là. Des quelques candidats qu'on a sélectionnés, ils sont 12, hein, et donc également dans sa profession de foi, le candidat Blobo Magari n'a pas évoqué l'aspect sportif. Alors, Serge Kamdem Kwam, au regard de tout ce qu'on vient un peu de voir, pour vous, est-ce que vous estimez par exemple que nos candidats à cette élection présidentielle accordent véritablement une place au sport ou pas? Je pense que si nous considérons le sport comme un élément à travers lequel la jeunesse d'un pays s'épanouit et qui est devenu, entre guillemets, plus important encore, une industrie, il serait aberrant que si les gens aspirent à diriger un pays, qu'ils ne mettent pas l'outil qui est le sport au centre de leurs préoccupations. Mais il y a une chose qui est vraie, et là j'ai rejoint Nasser, seul le sport ne peut pas développer un pays. Comme seul, on ne peut pas prendre une entité seule et qu'elle puisse développer le pays. Donc il faut un assemblage d'outils pour arriver à un résultat. Le sport donc occupe une place prépondérante dans la vie de notre pays parce que si nous travaillons pour une jeunesse, ça veut dire qu'on pense à ce qu'elle pourrait faire pour se professionnaliser et à travers cette professionnalisation réussir et développer davantage le pays lui-même tout en faisant qu'il y ait une certaine visibilité à l'extérieur. Quand tout à l'heure il a développé l'aspect purement politique de la chose, on a vu que le sport impacte. C'est-à-dire plus vous faites des résultats sportifs, plus certaines portes vous êtes ouvertes sur la scène internationale. Donc on n'a pas besoin des lobbies forts pour avoir accès à des personnalités comme les présidents américains ou bien d'autres qui sont souvent un peu des mythes quand vous voulez arriver à eux. Donc il suffit que vous ayez une ouverture comme la Coupe du Monde dont nous parlions tout à l'heure. Si un pays est qualifié pour la Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique qui va se jouer en 2026, il n'aura pas besoin de beaucoup de protocoles pour arriver à jouer un président américain. Parce que lui sera peut-être dans la lignée des invités de prestige de la FIFA. Donc il sera dans cette shortlist et il va davantage collaborer dans ce sens. Donc c'est le sport qui serait l'élément déclencheur de cette relation multi- ou bilatérale qui pourrait naître. Donc ça, vu sur cet angle-là, il est important que le sport soit considéré comme un levier important pour le développement des pays. Et ici, je pense toujours qu'il est important aussi de passer par l'état des lieux. Aujourd'hui, exactement où est-ce que nous en sommes d'un pays comme le Cameroun? Aujourd'hui, on voit des gros stades qui sont sortis de terre il n'y a pas longtemps. C'est pas déjà mauvais, parce que quand nous nous référons aux années d'il y a 10-15 ans, on n'avait rien que des vieillots qui dataient de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique 1972, qui n'étaient même pas achevés. Aujourd'hui, pour rester dans la logique de respecter les compétitions internationales avec le standard, on a des stades aujourd'hui au niveau des régions qui peuvent donner une certaine aisance, une certaine prestance au Cameroun au niveau international. Mais retenons que ça ne suffit pas. Parce que lorsque nous faisons un ratio entre le nombre de sportifs ou bien les compétitions qui existent et ces stades qui sont construits, on voit que le besoin il est réel. Et j'ai vu des candidats parler d'industrie comme l'UDC, ce qui est le bon mot. Si le foot ou bien le sport en général est considéré comme une industrie, ça veut dire qu'on met les éléments les uns avec les autres pour bâtir, pour être des capitaines d'industrie dans son pays quand on veut être un président. Donc, on doit mettre les petits plats dans les grands pour arriver à ce résultat-là. Et quand vous regardez le besoin qu'on a dans les départements, dans les régions, prenons la ville de Douala où nous sommes, on a le stade de Japoma, on a la réunification, on a même le stade d'Aqua qui sont des stades d'entraînement, ceux de Bonamoussadi. Mais regardez bien que les compétitions de la Ligue régionale de football, par exemple du littoral, se jouent dans les stades non-nèmes, c'est-à-dire qu'ils sont des stades qui ne sont pas gazonnés. Ça veut dire que le besoin, il est encore là. Et c'est ici qu'on comprend que c'est un problème de système, c'est un problème d'organisation générale de la vie politique. Parce qu'ailleurs, ce sont les municipalités qui investissent dans l'épanouissement de cette jeunesse à travers d'ailleurs la structuration même des écoles. Parce qu'on ne peut pas former une jeunesse qui ne peut pas aller se promouvoir ou bien s'étendre sur une aire du jeu en faisant des sports multiples. Avant, rappelez-vous bien, lorsqu'on voulait donner un agrément à un potentiel investisseur dans le domaine scolaire,
il y avait un minimum de superficie qu'il fallait avoir et il fallait jouir d'un minimum d'espace qui permettrait aux enfants de s'épanouir. Aujourd'hui, on a, dans une tolérance que je vais dire entre guillemets exagérée, tué toute cette convivialité-là pour passer plutôt au côté mercantile de la chose, tout en faisant une restriction assez inconsidérable ou bien assez exagérée sur le talent. Parce que l'école, c'est une chose. On est obligé d'avoir les têtes bien faites, pleines, mais sachant que le sport, accompagné dans ces mouvements intellectuels, a encore une plus-value. Parce que quand vous avez allié sport et études, forcément, vous pouvez avoir des ingénieurs qui sont des talentueux dans des domaines multiples. Ça peut être le rugby, ça peut être n'importe quoi. Et c'est une plus-value pour le pays parce que vous avez des personnes qui vont devant un micro comme les vôtres, Lydie, tenir un langage qui va cadrer avec la hauteur qu'ils ont peut-être eu sur la prestance sportive. Mais lorsque vous avez, quand vous regardez bien l'historicité de notre vie au Cameroun, ceux qui faisaient le football en guillemets, c'était des enfants récalcitrants qui n'allaient pas à l'école. Vu sur cet angle-là, vous comprenez que c'est assez péjoratif. C'est-à-dire aucun parent sérieux ne pouvait laisser que l'enfant aille faire du sport. Aujourd'hui, on voit bien que même ceux qui ont la volonté d'envoyer les enfants faire le sport se posent la question, où est-ce que je vais l'envoyer pour qu'il soit dans la plénitude des moyens d'allier sport et études. Et vous voyez que malgré les investissements privés, malgré la volonté de l'État à travers l'ANAFOOT et autres, il y a encore des besoins. Et nous comprenons donc qu'il n'est pas normal que les politiques ne prennent pas cela au sérieux. Donc il est important et même impératif de mettre ce mouvement sportif au centre des préoccupations dans le programme politique tel que nous sommes en train de débattre. Voilà. Peut-être avant que DJ Moukouane réagisse, je voudrais un peu avoir aussi le regard de Maître Biba. On essaie quand même de parcourir quelques pages des programmes des candidats. Parfois, c'était tout juste un petit bout de texte comme ça sur le sport. Vous avez regardé tout ça. Vous, Maître, qu'est-ce que vous pensez ? Le sport en général, le football en particulier, a toujours entretenu des liens avec la politique, soit sur le plan local, soit sur le plan international. Et on a constaté que la diplomatie aussi était en train d'éveiller les différences culturelles et pouvait réunir les peuples. Et quand vous regardez les sportifs en général, vous allez constater, si on prend quelques exemples, vous allez constater que les disciplines peut-être de sport de combat et d'arts martiaux étaient un peu vues sous un angle peut-être agressif, peut-être non éducatif et autre chose. Mais aujourd'hui, quand on voit comment le sport évolue, parce que le sport a tellement évolué, vous prenez un monsieur comme peut-être Manny Pacquiao, un boxeur qu'on connaît bien, qui a été nommé député en Thaïlande à cause du... Élu ou nommé? Pardon? Élu ou nommé? Non, il a été nommé en Thaïlande à cause de la boxe, parce qu'il a tellement véhiculé l'image du pays à travers cette discipline. Je prends un autre exemple, par exemple, les Jeux Olympiques en Chine. On a choisi un acteur comme Jackie Chan qui était comme la mascotte pour pouvoir vendre l'image de la Chine. On peut prendre plusieurs exemples comme ça. Dernièrement, je parlais un peu du geste du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, à cause des manipulations pour le retrait de l'organisation de la CAN Total Énergie 2021, il se retrouvait au palais avec le président de la CAF en exercice pour pouvoir maintenant faire en sorte que le Cameroun retrouve ses marques et organise la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quand on écoute le programme de ces différents candidats, c'est comme si on a constaté qu'ils ont détecté qu'il y avait le problème du sport dans la politique en général. Parce que, sauf si je n'ai pas pu lancer un coup d'œil dans les précédentes campagnes, il n'y a pas eu trop de discours concernant le sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On n'entendait pas. On n'entendait pas. On négligeait beaucoup plus la diplomatie sportive. Aujourd'hui, elle est tellement... dans leur campagne, que ce soit quand vous écoutez par exemple le président de la République, quand il parle, il dit: je poursuivrai la modernisation des infrastructures sportives et je créerai des centres d'excellence afin de mieux détecter, former et accompagner les jeunes talents. Ça veut dire qu'il y a un problème d'infrastructures sportives, pas seulement pour le football, mais de différentes disciplines. Je ne prends pas une discipline comme le handball. N'eût été peut-être le complexe japonais, on serait en train de marcher sur un stade mythique comme le stade Ngodi,
qui n'est plus acceptable à aller jouer au handball. Donc, il y a sûrement certains candidats qui regardent ça sous un angle qu'une discipline comme le handball. Il faut des infrastructures. Quand le président parle des infrastructures, je pense qu'il n'est pas le seul à regarder sous cette angle. Le président Yoshua, quand il dit que la politique publique s'intéresse au sport, mais néglige les sportifs. Ouais. De ce côté aussi... Bon, on sait quand même que Joshua, il a été vice-président de l'Africa Foot. Hein. On s'attendait quand même à un espace plus important. Il était comme administrateur technicien, il est maintenant comme politicien. C'est une autre philosophie. C'est une autre philosophie. Dans le sport, un peu moindre. Oui, c'est une autre philosophie parce qu'il a constaté, et c'est bien de poser cette question, il n'avait pas tellement mis de l'accent sur ce domaine. Maintenant qu'il est candidat, il met l'accent sur ce domaine parce qu'il a constaté qu'à ce moment-là, quand il parle que les sportifs sont négligés, et ce qui m'intéresse quand il dit on observe au quotidien que ces derniers vivent dans la précarité et n'ont pas d'autre solution que de s'exiler. En ce moment-là, la diplomatie sportive, la politique sportive est d'accompagner les sportifs pour qu'ils soient bien équilibrés dans leur domaine et dans leur pays. Parce que quand on parle de s'exiler ici, ça veut dire qu'ailleurs, il y a notre politique sportive qui est très développée qu'ici chez nous. Donc, ces candidats ont, c'est-à-dire que cette obligation de pouvoir maintenant utiliser la politique, mais de pouvoir vendre aussi le sport, comme en retour, le sport vend la politique. Donc, le sportif aujourd'hui, j'ai pris l'exemple aussi, toujours aussi de Novak Djokovic, qui a eu à verser un peu son argent quand il préparait le Grand Chelem, et qu'avant le Grand Chelem, il y a eu éboulement en Serbie. Il a déclaré, il a dit, dès que je gagne cette finale, je vais investir, je vais donner cet argent à l'État pour s'occuper des déshérités, des sans-abri et tout le monde. Il y a cette relation entre le sport et la politique. Donc, ces candidats qui aujourd'hui sont dans leur programme, ils mettent le sport au centre beaucoup plus de leur philosophie, de leurs études et de leurs observations, savent ce qu'il faut ici dans les différentes fédérations. Ils connaissent les problèmes qu'il y a au niveau des différentes fédérations, des infrastructures sportives, l'accompagnement. Il faut maintenant essayer de vanter ces facteurs importants qui sont la complexité, la spécificité ou bien d'autres choses que je peux citer. Donc, c'est pas une façon seulement de vendre la politique sous forme de campagne, mais c'est une façon de joindre la parole à l'acte. Parce que si dans le programme, on éveille l'opinion publique avec des bons programmes et avec des points essentiels qu'ils ont notés, ça veut dire que ce soit le nouveau président qui sera réélu, que ce soit un autre président qui viendra, le sport devra être vraiment bien suivi parce que il peut vendre l'image d'un pays comme il peut complètement foirer l'image d'un pays. Si vous n'accompagnez pas les sportifs, vous êtes en train de perdre complètement un peu cette notoriété. Donc, je pense, je prends ça, cette sensibilité, cette fois-ci, il y a trop de programmes sportifs, trop de promesses. Il faut vraiment que ce soit évident. Donc, vous estimez que les candidats ont quand même accordé de la place? Ils ont accordé la place, même comme, excusez-moi, même comme c'est la politique, on peut le déclarer et puis on n'arrive pas à ressentir ce qu'ils ont dit. Mais si c'est évident, je pense même que c'est une occasion de gagner leur campagne politique s'ils joignent vraiment l'acte à la parole. D'accord. Alors, Didier Yemoukwase, c'est un peu la même lecture. Vous avez l'impression que nos candidats qu'on a ont accordé un espace suffisant au sport ou pas? Non. Ah, vous êtes péremptoire. Oui, moi j'ai regardé. Et puis, on fait un peu du benchmarking. On voit ce qui se passe ailleurs. Un projet politique, c'est pas sur une feuille, à 4. Lorsque vous voulez aller aux élections, parce que je l'ai dit sur mon mur, et ça m'a valu des colibés, des pamphlets, mais je reste zen, parce que j'ai dit, sur les 12 candidats, vous avez au trop 4 qui ont préparé ces élections. Je ne vais pas les citer, on les connaît, on les voit sur les terrains. Et puis, lorsque vous rédigez sur les papiers sans défendre, ça reste un simple slogan. Ça veut dire quoi sans défendre? Vous attendez à parce que j'ai dit tantôt, et ce n'est pas faux. Si vous allez aujourd'hui dans, je l'ai ici, l'intelligence artificielle,
vous introduisez 2, 3, 4 mots sur le sport. Elle vous verse tout ce dont vous avez. Hein. Mais il faut être capable de défendre. Tout à l'heure, mon ami disait que, oui, dans le Code général de la décentralisation, la vulgarisation du sport est l'une des missions régaliennes des CTD. Tout à fait. Mais à Douala, dites-moi une mairie. Moi, je travaille avec les mairies sur les questions d'assainissement. Donnez-moi l'exemple d'une mairie, d'une commune aujourd'hui, qui peut vous montrer 2000 mètres carrés de terrain. Toutes les communes aujourd'hui n'ont pas de réserve foncière. Il faut commencer par là. Même la mairie de la ville, peut-être le même regarde. Il a un arrêté qui stipule que pour vendre 2000 mètres carrés dans la ville de Douala aujourd'hui, il faut d'abord proposer ça au maire de la ville, avant qu'il vous donne l'occasion de vendre. L'arrêté est là. Vous comprenez? Donc, il faut dire que le sport, c'est la politique d'abord. On pense à la politique. Lorsque vous regardez, j'ai un fils qui joue au basket, hein. Lorsque vous regardez aux États-Unis, quand on dit États-Unis, ce qui vous revient très vite, c'est le championnat de basketball. Ouais, la NBA. C'est clair. Nous avons des Camerounais là-bas, comme ici, Mbib. Nous avons des Camerounais là-bas qui ont un impact assez sérieux sur les jeunes actuellement au Cameroun. Je parle de mon fils qui joue au basket, qui sort de Liberman. Pour vous dire que c'est parce que derrière, il y a des gens qui ont pensé. C'est pas tombé de façon ex nihilo. Les gens ont pensé sur les équipements, sur les médias, sur comment il faut. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le mot industrie de sport. Parce que pas très loin, à Abidjan, moi j'ai vu ce qu'on appelle l'industrie de sport. Pas très loin ici à Abidjan, qui est presque au même niveau économique que le Cameroun. C'est pas au même niveau. Ils sont plus loin que nous. La Côte d'Ivoire, c'est le PIB du Cameroun et du Sénégal. Voilà, donc je te fais confiance. Je suis un spécialiste, je te fais confiance, je passe sous ton contrôle. Pour dire que même là-bas, ils ne sont pas restés comme ça, et puis ça les a découverts comme le champignon qui pousse dans la bourse. C'est parce que derrière cela, il y a eu des hommes qui ont une vision, qui ont planifié pour donner au sport le mot industrie. Ouais. Chez nous, par exemple, lorsqu'on a nommé le professeur Mollet Kombi, pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce que lorsque vous regardez le CV du professeur Mollet Kombi, c'est un internationaliste. Donc c'est quelqu'un des relations internationales, ancien directeur de l'IRIC, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Donc celui qui l'a nommé là-bas était tout sauf à être con. C'est parce que moi je crois que lorsque le président Biya le nomme là-bas, c'est pour qu'il donne une essence du soft power au sport. Est-ce qu'il l'a fait? Chacun peut faire le bilan. Chez nous encore, nous sommes dans une nation où on traite les joueurs d'illettrés, d'analphabètes. Nous lisons tous. Est-ce que ailleurs on devait le faire? Nous sommes une nation iconocide qui tue les icônes. Ce qui fait qu'un enfant qui joue au foot, bon à l'époque peut-être, aujourd'hui, on voit des joueurs qui ont des grosses voitures, qui roulent grosses carrosses, qui ont des grandes maisons, et cela peut un peu anéantir la perception qu'on a sur les sportifs. Mais avant, il y a 10 ans, quand vous laissiez l'école pour aller jouer au foot, on considérait que vous étiez un rebut de la société. Je parle de ça tout à l'heure. Vous étiez un homme perdu. C'est peut-être avec l'arrivée des grands centres de formation, ou bien avec, on a vu les Ito fils et ses amis rouler dans qu'on a dit qu'il y avait tiens. Voilà, donc ces histoires-là, il y a un peu de rond là-dedans. Qu'un père aujourd'hui peut prier tous les dieux pour que son fils soit un grand joueur, comme les Samuel Eto'o, comme les Patrick Mboma, etc., etc. Donc au départ, il faut penser au sport. Si vous êtes candidat à une élection présidentielle, vous n'avez pas besoin de rabibocher tout ce que les autres ont fait. Comme un monsieur aussi qui est très proche du sport, il prend un expert. Il lui fait un bon projet sur le sport. Il peut s'accrocher là, comme c'est un sujet attractif. Il fait son one-man show. Et comme je l'ai dit tantôt, le fait qu'on n'ait pas affronté les candidats parce qu'il n'avait pas assez de temps, parce qu'on s'est limité. Il y a un député, je ne vais pas citer son nom ici, s'il regarde l'émission, il va se reconnaître, qui m'a dit, on ne gagne pas les élections au Cameroun parce qu'on a un bon programme. Ça, c'est de l'hérésie. Il a dit qu'on gagne comment, honorable? C'est la sorcellerie, c'est la magie. Moi, je croyais qu'on gagne une élection parce qu'on a un bon projet. Il me dit, non, laisse ça.
C'est ça. C'est comment on gagne l'élection. Donc, lorsque vous êtes un candidat, vous pouvez choisir un sujet bien sûr, un créneau sur lequel et vous allez voir un expert. Il vous rédige bien le projet. Tout à fait. Le plan, la planification, la budgétisation, tout ce que vous recherchez, les objectifs, les résultats. Il vous explique bien le projet et puis vous allez le vendre. Parce qu'une élection présidentielle, la campagne, c'est pour vendre l'offre. Et on sait que le sport, il n'y a pas mieux que le sport pour attirer les électeurs. Quand on nous a dit, tout le monde est d'accord ici, que l'entrisme du politique au sport n'est pas gratuite. Lorsque vous voulez être maire dans votre ville, si moi aujourd'hui je vais être, on voit une mairie à Banganté, qu'est-ce que je fais? Je cours derrière la panthère. En 6 mois, j'ai la visibilité. Après, on va dire que non, il met beaucoup d'argent dans la panthère, et puis demain, je suis dans une liste. Voilà comment ça commence. On connaît beaucoup qui sont passés par là. Tu le connais, hein, voilà, qui sont passés par le foot pour être membre du comité central de la DPC. Donc on ne peut pas juger, c'est normal. L'opportunisme n'est pas un délit en politique. Mais je dis, il ne faudrait pas que ça reste un simple slogan. Vraiment, il faut penser politique sur le long terme. Parce que si vous écrivez, vous balancez comme ça, c'est un slogan. Après le 12, c'est fini. On attend 7 ans après pour revenir encore nous brasser les oreilles. Parce que quand je regarde le sport sur une feuille, moi je trouve que c'est un slogan. C'est un slogan, donc c'est pas assez solide. Tout à l'heure, Nasser Njoya, vous parliez de l'élection de 2018, où il y avait quand même... vous étiez, disons, content de voir un peu comment les candidats se comportaient par rapport au domaine sportif, mais cette année, vous vous ennuyez. Vous ennuyez par rapport à quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a eu en 2018 que vous ne retrouvez pas, par exemple, cette année? Comme l'a dit mon copanéliste, et j'étais déjà arrivé à cette conclusion, les hommes politiques se servent du sport, mais ne servent pas le sport. Les copies des candidats en 2018 étaient vraiment fournies. Si on prend le candidat du MSC qui ne fait pas partie des joutes actuelles, qui dans notre PZ des programmes sportifs était classé Ballon d'Or avec Serge Espoir Matomba, dont j'ai eu du mal à voir son programme cette fois-ci. Le candidat Maurice Kamto avait un programme qui dans le sport était budgétisé à 100 milliards de francs. Il était le seul qui avait le mérite de budgétiser non seulement son programme, mais également le volet sportif. Et dans sa vision de 360 communes, on devait avoir un centre de sport dans chaque commune. L'INJS est devenu une école de management par le sport. Serge Espoir Matomba était parti dans une approche un peu à l'américaine de sport-études, où non seulement on développait des talents sportifs, mais on ne mettait pas en marche les compétences intellectuelles intrinsèques. Si tu avais des bons talents sportifs, il fallait aussi que tu aies des bonnes notes. Dans notre classement, dans les ballons de bronze, on y trouvait justement le candidat Joshua Oshie, qui était vice-président de l'Africa Foot. Donc, sincèrement, il y a 3 candidats chez qui j'attends un peu plus dans le sport. Absolument. M. Joshua Oshie en fait partie. Absolument. Donc, il est resté dans le programme actuel avec une ligne directrice d'accorder de la place aux talents qui ont fait flotter le drapeau camerounais un peu haut. Et moi, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. J'ai un problème avec le sport qui sont les athlètes. Si on pense au sport et on se limite qu'aux athlètes, je suis désolé, on ne fait pas 800 milliards de dollars. Voilà, on ne fait pas. Si c'est une organisation. Samuel Eto'o, c'est un très grand joueur. Il sait comment on joue au foot. Mais si vous lui demandez comment fonctionnait le FC Barcelone, il ne va pas savoir. Parce qu'on le mettait dans les meilleures conditions pour jouer au foot. Il ne sait pas comment est-ce qu'on négocie un contrat de nation branding, il ne sait pas comment on négocie un contrat d'équipementier. Il ne peut pas le savoir. Parce que s'il se mettait à s'occuper de ça, il ne joue plus au foot. Donc, il y a quelqu'un que peut-être peu de gens connaissent, une fonction qu'il occupe à l'Assemblée nationale, celui du président de la commission sport de l'Assemblée nationale. Il s'appelle tout simplement M. Cabral Libi. M.
M. Cabral Libby est président de la commission sport de l'Assemblée nationale. Quand, en marge de l'organisation de Africa Sport Marketing Summit, avec M. Cabral Libby, on a déjeuné dans un restaurant à Yaoundé. Il était intéressé justement à inscrire des jeunes ainsi que certains membres de son parti, mais après, ces différents voyages n'ont pas donné ce temps-là. C'est là où j'ai appris qu'il était président de la commission sport de l'Assemblée nationale. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut parler du sport avec une certaine légitimité, qui s'est intéressé au sujet du sport. Donc, son programme 2018, le sport était un peu nettement mieux évoqué que celui de 2025. Tout à fait. C'est juste parce que là, c'est dans le même chapitre que la culture et l'identité nationale. Voilà. Donc, je suis un peu sur ma faim. Autant ce Joshua Oshie, que je connais personnellement, qu'on appelle affectueusement Josh, et chez M. Cabral Libby, que j'attendais nettement mieux des deux. Et le président Paul Biya, pour moi, est l'homme politique à qui le sport a le plus donné en Afrique. Tout à fait. Prenez tous les chefs d'État de durée plus ou moins équivalente, et là vous comprendrez que le fait de durer au pouvoir ne fait pas forcément remporter des trophées, que ce soit Moubarak, il n'a pas eu 5 Coupes d'Afrique, que ce soit Mugabe, il n'a pas eu 5 Coupes d'Afrique. Le seul qui est Eduardo Santos s'est régalé avec le basket, c'est le seul. Donc, le président Paul Biya a beaucoup eu du sport. Il a eu des occasions même de rayonnement diplomatique grâce au sport. Mais je ne pense pas qu'il ait donné autant au sport qu'il en a reçu. Non. Il devrait encore... on a écouté Bill Chato tout à l'heure, par exemple, qui quand même a tenu à remercier, à exprimer la gratitude par rapport à tout ce que le chef... tout ce que le chef de Bobolo. Bon, ça c'est entre autres. Entre autres, on connaît les résultats sportifs. On évoquait tout à l'heure de l'équipe nationale, ouais. Et le copanoliste a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et je vais prendre un autre exemple qui, économiquement parlant, n'est pas valable, qui est la Tanzanie. La Côte d'Ivoire et la Tanzanie font partie du top 10 de l'économie de l'Afrique. Il faut dire que le top 10 de l'économie de l'Afrique représente 70% de richesse de l'Afrique. La Tanzanie n'est pas un pays majeur de football. Ouais. Vous êtes dans l'audiovisuel. Les droits du championnat tanzanien s'élèvent à 10 millions de dollars. Les droits télé du championnat camerounais n'atteignent même pas 1 million de dollars. Même tout sponsor pris, le championnat camerounais ne fait pas 1 million de dollars. Un pays comme le Bénin, un club de deuxième division perçoit 40 millions de francs CFA. Et au Cameroun, un club de première division perçoit 47 millions de francs CFA. Devrait percevoir 47. Devrait, merci. le conditionnaire à sa place, oui. Donc, c'est de quoi il parle. Ce qui fait que, donc, ne soyez pas surpris que demain, on ait des footballeurs qui vont jouer au Bénin. On a vu un candidat qui veut les garder un peu plus ici. Pour cela, il faut qu'il y ait une industrie. Ils ont commencé depuis avec la Tanzanie et autres. Justement. C'est pour cela qu'on parle de s'exiler. Ici, d'autres solutions que de s'exiler. Et cette industrie commence par quoi? Ce n'est pas des réformes. Qu'elles soient d'abord législatives, administratives. Simba SC, j'aime beaucoup prendre l'exemple sur ce club. Simba SC appartient à 51% à Mohamed Dehi. Mohamed Dehi, c'est le plus jeune milliardaire en dollars en Afrique. Donc, il aurait pu acheter même tous les clubs du centre. Mais la loi ne lui permet pas d'avoir plus de 51%. C'est-à-dire, on a tué le mythe du président Dieu fait tout. Ça n'existe plus. Le Simba SC, ils ont ce qu'ils appellent le Simba Day. Le Simba Day, dans ce jour, on présente tous les sponsors, les produits dérivés. Il y a une année, le Simba SC a vendu en 8 heures de temps 48 000 maillots. Ouais. Donc si vous partez du fait que prenons juste un prix basé de 10 000 francs, ils ont fait 480 millions de francs CFA en 8 heures de temps. Et l'écosystème digital de Simba FC, qui s'élève à plus de 4 millions de followers, est largement au-dessus de l'écosystème digital de tout le sport camerounais. Je parle de la Tanzanie, un pays qui n'a pas joué plus de 3-4 Coupes d'Afrique. C'est pourquoi? Parce qu'on a décidé de créer une industrie. Aucun candidat n'évoque le financement
Ouais, c'est vrai du que... football, du sport. Ouais. Comment est-ce qu'on va financer le sport? Ouais, comment... Ça, il parlait de planification tout à l'heure, de budgétisation. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que tous les acteurs du sport fédéral camerounais sombrent dans la facilité. C'est-à-dire, l'État donne de l'argent, mais dès que l'État sort de l'argent, c'est qu'on doit les dépenser. Et tant que l'État perfuse les fédérations, il tue les génies. Posez-vous la question dans l'intelligence financière, pourquoi vous êtes souvent fécond en idée quand vous avez moins d'argent? Vous avez l'instinct de suivi. Mais parfois, quand vous avez plus d'argent dans votre compte, vous voterez. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a des fédérations qui peuvent générer des revenus, mais comme ils savent que l'État va financer, il s'en passe des choses. Il dit, on a des sociétés de paris sportifs, mais quel est leur apport dans une taxe du sport? Un pays comme le Maroc, que je fréquente beaucoup, a tout ce qui est jeu est regroupé dans une structure qui est gérée par l'État. Parce que les paris sportifs aident aussi à faire évoluer socialement certaines personnes. Donc, il y a des bouquets télé qui peuvent générer des taxes qui financeront le sport. L'État camerounais ne peut pas continuer à financer le sport éternellement. C'est pas possible. Sinon, il faut qu'elle finance également, même nous, les gens, les acteurs du marketing, pourquoi pas. On dit que c'est un secteur professionnel. On a déjà créé des infrastructures, on les apporte la sécurité, ils doivent générer des revenus. On avait voté une fois une loi qui permettait aux entreprises qui finançaient le sport à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires d'être défiscalisées. Tout à fait. C'est une belle loi déjà. Et apparemment, ce n'est pas encore mis en application. À l'époque, quand le général Semeng était président de la Ligue, il est venu à Douala même le présenter au GICAM. Et après la suite, on ne sait pas ce que c'est devenu. On évoquait que certaines marques n'étaient pas à l'aise de venir s'exposer dans des stades poussiéreux. Aujourd'hui, on a des beaux stades. Ça ne suffit pas. On a des beaux stades. J'estime que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas justement, puisque votre confrère, la CIATV, au lieu d'acheter les droits du championnat camerounais et le booster, préfère acheter les championnats étrangers. Voilà. Donc il faut dire les choses comme ils sont. On a souvent vu le championnat camerounais à la CIATV. On ne va pas faire comme si on diffuse. À la vérité, d'après le journaliste PS Mengue, le conseil d'administration, c'est la LFPC qui versait l'argent à la CIATV. Les verts ne se produisaient pas. C'était le monde à l'envers, si tu veux. C'est comme si la Ligue française de football verse de l'argent à Canal+. Ah, voilà. C'est Canal+ qui verse l'argent à la Ligue française de football. Oui. Pour ça, ça ne peut pas durer. Donc, celui qui a essayé de verser un peu d'argent pour être dans ton sens, c'est Canal 2 qui a versé un temps pour le littoral et le sud de peut-être 13 millions, un truc comme ça, qui est insignifiant par rapport à l'assiette réelle de l'audiovisuel qu'on attend. Totalement. En fait, il faut absolument créer une industrie du sport. Voilà. Il faut que les hommes politiques puissent prendre le sport vraiment au sérieux en se disant que c'est un levier économique. C'est un levier de santé, c'est vrai, mais c'est un levier économique. Quand le chef de l'État, dans sa profession de foi, évoque la détection des talents, je dis c'est une bonne chose. Je prends par exemple une discipline majeure comme le football. Ça peut surprendre les gens selon le Centre international d'études et de sport de Lausanne. Le Cameroun est le 5e pays exportateur de talents footballistiques, c'est-à-dire derrière le Nigeria, le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et le Nigeria et le Ghana font partie du top 10. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire dans le top 20. Nous, on est dans les 22e. Donc, si on détecte ces talents-là, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être remonter au classement. Oui. Et il faut préciser que le football a ses charmes de permettre à ce que 5% du volume de transport d'un footballeur de sa formation jusqu'à l'âge majeur footballistique, de transfert, puisse être reversé à tous les acteurs de sa formation. Donc ça veut dire que si on booste par exemple le football, qui est la discipline qui permet cela, on peut permettre à ce qu'un footballeur qui a été formé au Cameroun, durant sa transhumance footballistique jusqu'à la fin de la carrière, renvoie de l'argent à chaque fois dans un circuit formel qui sont des banques, qui permet à tous ces acteurs formels de pouvoir, et même à l'État. Mécanisme de répartition. C'est ça justement. Donc il faut que les hommes politiques puissent vraiment avoir des véritables programmes sportifs qui ne se limitent pas au slogan, qui ne se limitent pas à utiliser des athlètes uniquement, et qui se disent que tiens,
je vais aller chercher une part de croissance via le sport. Puisque un pays comme l'Espagne, la Liga espagnole, je ne parle pas de tout le sport, ni de tout le football, c'est-à-dire la première et la deuxième division, représente 1,65% du PIB de l'Espagne. La France, le sport représente 2% de son PIB, c'est-à-dire l'équivalent de l'industrie de l'hôtellerie et de la restauration. Donc si quelqu'un dit que le sport n'apporte rien à un pays, ça veut dire que l'hôtellerie et la restauration ne peuvent aussi rien apporter à un pays, tout simplement. Donc, si on décide demain de regarder vraiment économiquement ce qu'apporte le sport, on se rendra compte que, par exemple, quand on joue des interpools à Garoua et qu'on se retrouve avec 20 équipes qui, supposons, chacun juste 2000 supporters, et chaque supporter, durant ce séjour, ne dépense que 200 000 francs pendant les 2 semaines, faites le calcul d'un cash flow qui vient et qui est perfusé dans l'économie locale de Garoua. C'est-à-dire ici, demain, on est encore plus rigoureux dans tout ce qui est équipementier, en ne permettant pas que les maillots de l'équipementier du Cameroun se vendent n'importe comment et que ce soit du faux, et que ces maillots passent par la douane. Et qu'est-ce que ça représente comme recette douanière? Si demain on demande que, bon, ok, on va créer une zone franche pour qu'elle soit même produite localement et qu'on ramène un acteur majeur de l'équipementier de sport en lui montrant les atouts de les produits au Cameroun, on va contribuer à faire entrer des devises, à développer une véritable industrie. En fait, ça c'est là qu'on doit y arriver. Oui. Merci beaucoup pour ces différentes informations. Avant de poursuivre, je vous proposer d'écouter aussi quelques réactions des acteurs du monde sportif, ce qu'ils pensent de l'environnement actuel, ce qu'ils attendent aussi des candidats. On va d'abord vous proposer cette réaction de Ben Modo de Prime Potomac, lui qui était en charge des chantiers de la canne du côté de Garoua, souvenez-vous. On l'écoute tout d'abord et puis on revient juste derrière. Alors bonjour ou bonsoir tout le monde et merci de m'avoir. Je pense que le problème du mouvement sportif camerounais est grave. Et donc, il est facile, lorsqu'on regarde un domaine particulier, il est facile de penser que, bon, voilà, le football ne marche pas, on est éliminé partout, et que, bon, c'est la faute à A ou la faute à B. Ce que cela veut dire, c'est que le problème est bien au-delà d'une simple fédération ou du mouvement sportif proprement dit. Alors, il faut mettre quelqu'un qui peut rendre compte aux Camerounais, il faut mettre quelqu'un qui a l'énergie de travailler pour le Cameroun, dire que ce que personnellement moi j'attends d'un président de la République sorti des élections, il faut que ce président comprenne le rôle du sport dans la vie des Camerounais. Parce que lorsqu'il y a un chef d'État qui ne comprend pas ces choses, qui ne comprend pas qu'il y a obligation de résultat, ça peut prêter à confusion. Ça peut créer une situation où on se retrouve en train d'encourager des gens qui ne devraient pas être là. Donc il faut que les candidats à la présidence de la République, que ces candidats-là, d'abord, comprennent l'importance du sport dans la vie des Camerounais et qu'ils aient le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Donc, il faudra que les Camerounais regardent tout ça, regardent tous ces candidats et qu'ils se disent bien, bon, qu'est-ce que ces candidats, chacun en ce qui le concerne, qu'est-ce qu'ils feront du mouvement sportif camerounais? Est-ce que ces candidats ont le courage de leurs convictions? Est-ce que ces candidats ont la capacité technique? Et quand je dis capacité technique, c'est pas que ce soit eux-mêmes qui iront diriger le football ou le handball ou le volley, et ainsi de suite, mais est-ce qu'ils sont capables de créer un environnement qui permettra à chaque sport individuellement d'éclore?
Et donc, voilà les questions légitimes que moi je me pose. Ce sont des questions légitimes que je voudrais que mon choix, particulièrement M. Tirumba, puisse prendre en compte afin que le Cameroun puisse redorer son blason en termes de sport au Cameroun. Voilà en quelques mots ce que personnellement je peux dire et poser comme question et attendre du mouvement sportif camerounais. Merci et bonne soirée. Voilà. Et je vais un peu titiller Didier Yimkwa. On a écouté Ben Modo, il le dit, hein, il faut que les candidats comprennent l'importance du sport. Il a développé un certain nombre de choses et espère que son candidat Issa Tiroma va en tenir compte. Sauf qu'on a regardé le programme d'Issa Tiroma Bakary tout à l'heure, il n'y avait pas mention de l'aspect sportif dans ce programme-là. Je sais par exemple qu'à un moment donné, vous étiez au FSNC. Ben oui, j'ai été pendant 14 ans. Voilà. Donc, le porte-parole du ministre Issa Tiroma Bakary. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut justifier cette absence-là de l'aspect sportif selon vous? C'est pas important ou alors Non, sans toutefois lui faire un procès. Donc, c'est un constat. Bon, est-ce qu'il a préparé cette élection? Parce qu'il part quand même, du gouvernement. C'est 2 mois à peine qu'il lance sa candidature. Sauf que sur le terrain, il va bénéficier d'un environnement où on est en train de chercher un messie, c'est-à-dire un candidat qui doit être porté par l'une des alliances. Il y a eu au moins 3, si je connais. Il y a eu l'APC, l'honorable Intieux. Il y a eu le groupe de Douala, de Ekana, Sambaka et Elimi Lobé, qui sera poussé dehors. Après, il y a eu, je crois, l'UPC, l'Union pour le changement, Danissé Ekana encore, Djokam Tchameni. Bon, il a eu sa chance qu'au moment où l'APC, FCC, MSC sont en train de tergiverser, Danissé Ekana va le pousser. Bon, comme c'est quelqu'un, vous savez, la politique, c'est aussi un peu de chance. Hein. Et surtout que c'est un monsieur que je connais un peu bien, il a ce charisme-là, il sait traîner les fous. Donc, il est descendu à Bertois. Ça a commencé, ça devient aujourd'hui un phénomène qui j'attends que vous répondiez à ma question. Hein. Oui, pour dire que je ne suis pas sûr qu'il a bien préparé cette élection. Donc, du coup, il n'a pas eu le temps il évolue en fonction du temps. Et comme comme je l'ai dit ici, quelqu'un nous a dit qu'au Cameroun, c'est quand même un pays assez curieux sur la planète. On gagne les élections sans avoir un programme politique. Je ne sais pas si ça se passe comme ça. On ne va pas considérer ça comme une vérité d'évangile. Hein. Oui, la preuve c'est que, dans son programme, on a fait abstraction au sport, à l'environnement, mais sauf qu'il traîne les foules. C'est une curiosité, c'est paradoxal. Donc, je ne pense pas qu'il peut-être l'ait eu autant, mais ça n'enlève rien à la valeur de l'homme, mais il aurait dû quand même avoir un programme politique sur le sport assez étouffé. Et là, ça revient à la perception qu'on a de l'athlète au Cameroun. Oui. On a l'impression, si des personnalités comme Nasser n'expliquent pas très bien ce que le sport peut donner, si je vous donne le nom de certaines personnalités insoupçonnables qui ont dit que le football ne développe pas un pays, vous risquez de quitter ce plateau. Alors que le développement, c'est un mot d'abord polysémique. Hein. Le développement n'est pas seulement quantitatif ni qualitatif, il peut être aussi psychologique. Les gens donnent beaucoup de définitions au mot développement. Et ça me rappelle l'image du chef de l'État en 90, à la Coupe du Monde d'Italie. Oui. Vous savez qu'en 90, le Cameroun était sur la brèche. Hein. On allait vers la rupture avec les villes mortes. On n'était pas très loin d'une guerre civile. Et puis, le coup de tête de Oman Biik contre l'Argentine a ramené la température à 37 degrés. Et nous tous, nous qui regardions à l'époque à la télé, nous avions vu comment les grands du monde sont retournés vers le président de la République. C'est des images, des symboles qui parlent beaucoup, qui démontrent que le football n'est plus un simple jeu, un simple loisir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer là derrière. Donc, j'espère que ceux qui nous regardent, après ça, ils pourront revoir
cette perception. Et surtout que lorsqu'on ne considère pas un footballeur, un handballeur comme quelqu'un qui a tout perdu pour aller se retrouver dans le sport. Bon, c'est peut-être aussi que lorsque vous regardez ceux qui performent, ceux qui explosent, généralement ils viennent des familles pas très aisées. Si je prends le cas par exemple de Dembélé, le nouveau Ballon d'Or en France, lorsque vous regardez comment il a grandi, c'était pas dans une famille très aisée. Donc, mais il faut qu'on change de perception. C'est-à-dire, quelqu'un qui a performé en sport, dans son domaine, il ne faudrait pas qu'on pense qu'il est moins gradé qu'un agrégé en droit public ou bien que quelqu'un qui a 3 MBA en marketing. Il faudrait qu'on prenne chacun dans son domaine au même niveau. Et là, ça va susciter des talents. Et même les parents accepteront que les enfants s'investissent dans le sport. Et surtout, il faut revoir le cadre juridique et normatif. Donc, moi, je regarde certains joueurs qui, en 1990, comme Onana, que j'ai connu un peu bien qu'étant très jeune, mourir de façon, dans le dénuement total, ou bien Bessala, qui est presque mort dans la rue, ça fait pleurer. Donc là aussi, lorsque les jeunes regardent ce genre d'histoire, ils ont peur de s'investir dans le football, parce que lorsque vous investissez dans un sport, vous devez être quand même assuré que lorsque vous allez quitter le foot, parce que le sport ne manque pas, vous pouvez transformer vos âges 5, 10, 4 fois. Lorsque la vieille vous rattrape, ça se ressent sur les performances. Et puis après, donc très tôt, on est hors circuit. Il ne faudrait pas que si, pendant que vous étiez dans le circuit et que vous avez apporté beaucoup à votre pays, que votre pays vous lâche lorsque vous sortez du circuit. Il faudrait qu'il y ait quand même un cadre juridique, un cadre institutionnel capable de garantir votre retraite. On va, si tu peux me permettre, oui, et puis on va écouter la réaction de Ange Sama. Sur ce point, souvent, il faut évoquer l'intelligence financière. Je pense que les sportifs, comme tout le monde, devraient s'en approprier. Il y a quelques jours, j'ai lu des propos de Bonaventure Jonkep, qui a fait toute sa carrière au Cameroun, qui n'est jamais allé en Europe, et qui a évoqué comment il a su utiliser les quelques millions de francs CFA qu'il a eu, les terrains qu'il a acquis, qui après ont acquis de la valeur, les investissements qu'il a eu à faire. Donc on a certains de ses coéquipiers de la même génération qui, certains ont joué en Europe, et qui n'ont pas eu une vie confortable jusqu'aujourd'hui comme lui. Donc je pense que s'il y a un des éléments qu'il faut mettre peut-être aussi dans l'écosystème ou l'industrie du sport, c'est peut-être prendre en compte que ce sont peut-être des employés comme tous les autres, mais peut-être pas comme tous les autres, puisqu'ils ont une carrière assez courte, et les intégrer dans tout ce qui est aussi sécurité sociale. Donc il faut que les clubs qui les emploient, ou une partie de leurs revenus au sein des Lions Indomptables, soit intégrés selon un certain nombre de barèmes, un certain nombre de sélections, et c'est en ça, Nasser, que le système, lui, le côté politique, encadre tout. Parce que la défaillance qu'on a dans le système, avec votre permission, c'est que justement, la professionnalisation du football est coincée depuis son entame par le fait qu'il n'y a pas une loi qui encadre la vie des sportifs pour que les clubs professionnels puissent les affilier à la CNPS. Donc il fallait une loi cadre qui vienne définir le statut particulier et spécial de ces sportifs-là, qui ne peuvent pas eux aussi faire la même durée qu'un employé d'une entreprise ordinaire. Et c'est ça qui n'est pas défini. Il faut dire qu'au mérite de Joshua Oshie, il a évoqué ça dans son programme où il appelle le code. Le code spécial. Le code du sport. Ça, son mérite, du sport. Et il a parlé d'élaborer un statut spécial pour tous ceux qui portent haut l'étendard du pays. Dans la réalité, en fait, je pense que ceux qui ne parlent pas directement de sport dans leur programme, c'est parce qu'ils se disent que c'est d'abord en réglant le problème politique, c'est sur le plan de son ensemble, qu'on peut toucher au système tel qu'il est. Parce qu'en réalité, le sport tel qu'il est fait chez nous, à l'heure actuelle, vous pouvez éclore, devenir même une star et après disparaître. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État ait la magnanimité de reconnaître en vous quelqu'un qui va avoir les honneurs pour que vous ayez les honneurs. Ce qui devait pas être le cas. On devait généraliser la situation à travers des encadrements, comme il a parlé du cadre normatif, pour qu'on puisse savoir que quand tu as, par exemple, atteint un certain niveau, je pense qu'il y a un des candidats aussi qui l'a dit, c'est-à-dire quand tu as apporté vraiment
haut le flambeau du pays, que tu ne disparaisses pas comme un anonyme. Donc on encadre tout ça, et même depuis la base. Depuis la base avec les enfants. Moi j'ai eu la chance d'aller au FC Lens, regarder pour comprendre comment ici faisait l'organisation. Il y a ce qu'on appelle là-bas les pôles espoirs. Ça veut dire que au niveau même des municipalités, lorsque vous avez des clubs de formation, des centres, le rôle pour vous, ce n'est pas d'aller jouer la première division, c'est de former. C'est-à-dire la préformation et la formation. Et quand on a fini de former, on sait que ceux qu'on a formés là sont préparés pour des clubs, par exemple, de région. Et ces clubs de région vont les prendre, et les meilleurs des régions vont être admis dans ce qu'on appelle un pôle, qui est le pôle comme l'équipe nationale de la région. Et c'est ça qu'on appelle le pôle espoir. Donc les meilleurs vont être dans des conditions idoines, qui vont recevoir un plus, et vont être confrontés, mais d'abord sur la vitrine, comme tu dis, pour les clubs qui vont venir les chercher. Regardez le cas de Varane. Varane est sorti comme ça du FC Lens. Varane qui aujourd'hui a pris légèrement, il est un peu en retrait, mais on connaît ce qu'il a atteint comme hauteur au niveau du Real de Madrid. Donc ce sont des gens comme ça qui ont travaillé. Et vous voyez que le championnat français, par exemple, c'est un championnat de formation. C'est-à-dire, eux, ils font la détection dans des pays comme les nôtres. C'est d'ailleurs le deuxième pays exportateur de talents footballistes. Voilà, parce que la plus-value, ça leur revient. Parce que, comme il a dit dans le mécanisme de répartition de la FIFA, chaque fois qu'on prenait un joueur dans les 16-17 ans pour sa formation, vous gagnez plus d'argent que celui qui l'a formé à 13 ans. Donc vous voyez que c'est le moment où vous lui donnez vraiment les éléments idoines pour qu'il soit un bon joueur. Et là, vous allez suivre le mécanisme jusqu'à l'âge de 23 ans. Donc s'il continue à performer, vous avez des retours sur investissement qui peuvent, s'ils sont bien encadrés, et l'État, dans tous les pays où j'ai vu le football est sérieux, l'État encadre. Bien sûr. En 2010, lorsque la FIFA a voulu professionnaliser les choses chez nous, en disant gagner en Afrique avec l'Afrique, avec la Coupe du Monde en Afrique du Sud, on a bien vu qu'on a appelé les États à accompagner. Mais seulement chez nous, on a décrété le professionnalisme. Donc on n'a pas mis les mécanismes qu'il fallait pour qu'on remplisse les canevas adéquats pour le professionnalisme normal. On ne peut pas dire qu'on est professionnel et on joue sur un terrain non gazonné. On ne peut pas dire qu'on est professionnel et on n'a pas un salaire fixe à la fin du mois. Donc voilà autant de choses qui ont fait péricliter ce qu'on a mis en place. On n'est pas passé par le SEMI comme ailleurs, parce que dans les pays comme l'Afrique du Nord, on n'est pas passé directement professionnel. Il faut même une convention collective. Merci. Merci. Donc il y a tout un arsenal politique dans l'organisation même qu'on met en place, qui viennent accompagner la pratique sur le plan sportif. Mais chez nous, ici, on a seulement voulu aller faire sans qu'il y ait un élément. Et c'est pour ça que même le journaliste Mengue, lorsqu'il va au GICAM, après quand il sort de là, rien ne peut suivre. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui va suivre quand les lois n'accompagnent pas en dehors des 5% qu'on a mis sur le fait d'investir dans le sport pour que ce soit déductible sur les impôts, quoi d'autre. Et même pour être déductible, il faut que vous ayez fait des bénéfices. Est-ce que vous êtes sûr d'en avoir fait? Alors on va vous proposer d'écouter cette réaction de l'ancien président de la Fédération camerounaise de l'athlétisme, Ange Sama, qui revient aussi lui sur l'environnement sportif, ce qu'il pense de la place que les candidats accordent ou non au sport dans leur programme. On l'écoute. Bonsoir Makeda et bonsoir à tous les panélistes présents ce soir sur la STV, et je vais me plier à la coutume de saluer aussi tous les millions, j'ajoute millions de téléspectateurs qui vous regardent à travers le monde. Bien, alors, deux questions globalement m'ont été posées. La première était celle de savoir ce que je pensais du mouvement sportif dans sa globalité et ce que nous pouvons attendre des candidats. Vous savez que nous sommes effectivement dans la ferveur de l'élection présidentielle qui va se tenir le 12 octobre là, donc à peu près dans 3-4 jours. Alors, je répondrai d'abord par la question des attentes, suivant les différents programmes des candidats. J'ai essayé de parcourir, parce que c'est souvent volumineux, bon, je regardais un peu 2 ou 3 choses comme ça en passant. Certains, effectivement, parlent du sport, mais très peu développé. Ils ne vont pas très loin, ils mettent des grandes lignes, et ce que je trouve quand même assez déplorable. Certains nous mélangent nous, je dis parce que j'étais un sportif, là je parle dans le cadre de l'ancien président de la fédération et sportif que j'ai été, ils nous mettent dans un fourre-tout avec la culture. C'était le cas, on allait mettre la culture et sport, c'était ça à l'époque,
mais vraiment, il faut savoir que la culture, c'est aussi un très grand pan. Et il ne faudrait pas nous amoindrir en disant culture et sport. C'est pas possible. Hein, on peut faire de la culture et de l'économie. Hein, on peut faire du sport et de l'économie. Donc, je pense d'abord que c'est réducteur pour les sportifs. Et on sait très bien que, bien développé dans leur programme, le sport est tout un développement économique, parce que ça revêt effectivement au niveau de l'international la diplomatie sportive, qui peut démontrer le soft power d'un pays à l'international, l'intérêt supérieur de la nation, une véritable industrie économique et bien sûr aussi cette cohésion sociale que nous pouvons avoir, ce brassage des cultures, ce vivre ensemble que nous voulons tous. Donc je trouve que il s'y penche très peu. En parcourant, donc pour certains qui ont essayé d'en parler, je trouve que on va peut-être dire que je suis pas objectif parce que c'est ce qui est, c'est là. Tout ce qu'il propose, à part à une ou deux exceptions près, se retrouve déjà dans la politique sportive gouvernementale actuelle. Et la difficulté donc maintenant, c'est la mise en pratique de ce qui a été dit. Par exemple, quand vous pensez que pour développer le sport à un certain niveau, il faut mettre en pratique le fonds spécial de développement du sport qui est prévu et qui est inscrit dans la loi de 2018. Mais jusqu'à présent, on tourne en rond. Donc, c'est les mesures d'accompagnement, d'application qu'il faudrait pour les lois, parce qu'on a de très bons lois au niveau du sport. Bon, bien sûr, ça va être dynamique. Donc, voilà ce que je pense, et c'est un peu ma déception dans ce qui se passe. C'est ce qu'ils ont proposé, c'est un peu du réchauffé, si vous voulez. On ne va pas plus loin que le bout de ce qu'on a fait. Maintenant, ce que je pense du mouvement sportif globalement actuel, il faudrait d'abord savoir que le Cameroun, c'est un pays qui est fortement ancré dans le sport. Les Camerounais sont des grands sportifs. On a une jeunesse, justement le sport, c'est beaucoup la jeunesse, mais en ce moment, il faut le dire, le sport est quand même dans une phase de décrépitude. Voilà, si je peux employer ce terme-là. Donc, je pense que le futur président aura à cœur de dynamiser, de rebooster ce qui existe déjà pour que le sport puisse aller de l'avant et faire son rôle de pilier, un des 3 piliers de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà un peu ce que j'avais à dire. On peut plonger encore plus longtemps dans les attentes, etc., dans les propositions, mais c'est un long débat qu'on va ouvrir. Mais la mise en application, ça existe déjà. Le sport au Cameroun peut se mourir, pas par manque d'idées, de politique, mais par manque de volonté de certains responsables. Voilà, à bientôt. Voilà pour cette réaction, c'est Chkamdem Kwama, de l'ex-président de la Fédération camerounaise de l'athlétisme, qui rappelle quand même qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà présents dans la politique gouvernementale. Il a parlé du fonds de développement du sport et que, le futur président qui arrive là, à l'issue du scrutin du 12 octobre, devra juste rebooster aussi ce secteur-là. Disons que pour ce qui est des textes au Cameroun, on a de très beaux textes. Par nature, les Camerounais sont assez intelligents pour faire des textes. Maintenant, dans leur mise en application, on a soit des problèmes d'interprétation entre nous, soit des problèmes de moyens, ou bien un problème de volonté. Parce qu'en réalité, je peux comprendre le président Issama quand il parle de... Quand vous regardez la politique sportive, la loi qui régit le sport au Cameroun, c'est une loi assez riche, c'est-à-dire elle a une pléthore de choses. Une loi peut pas être complète parce que dans la vie, elle est dynamique, mais au moins, on a un ensemble d'éléments dedans que si on appliquait de façon scrupuleuse, peut-être qu'on aurait un déploiement sur le terrain qui serait différent. Mais qu'est-ce que voit un texte s'il n'y a pas le terrain qui est l'élément premier, par exemple, dans la loi du football? C'est-à-dire, si vous avez des belles lois de jeu, sans avoir le terrain qui est l'élément sur lequel on doit travailler. Regardez par exemple comment nos équipes s'entraînent. Vous allez vous rendre compte que quand le stade de la réunification en son temps était encore viable avec son gazon synthétique, une équipe pouvait travailler à 6 heures, partir à 8 heures pour qu'une autre arrive, ainsi de suite jusqu'à...
C'est pas comme ça le professionnalisme. En réalité, on doit accompagner plutôt chaque équipe c'est ce qui se faisait. pour qu'elle ait ses installations, même si c'est en location. Au moins pour que son staff technique puisse s'organiser pour mettre en place ce qui est fait pour développer ces joueurs, que ce soit en recrutement ou bien ceux qui sont des stagiaires déjà intégrés. Donc, de façon générale, il y a beaucoup de travail chez nous. Et il faut louer ici, tout à l'heure, on a évoqué le fait que Dieu n'est pas seulement pour nous, mais au moins on a la chance en tant qu'Africains, en tant que Camerounais, d'avoir quand même des talents qui, malgré ces difficultés, réussissent à tutoyer le monde. Quand vous regardez le nombre de professionnels dans plusieurs domaines qui sortent d'un pays comme le Cameroun, avec tous ces manquements que nous décrions, vous comprenez qu'à la base, si on avait encadré tout ce monde-là, il y a beaucoup de génies comme ça actuellement qui sont égarés. C'est-à-dire, en dehors de ceux-là qui ont éclore, on n'aurait pu en avoir davantage. Et même, je suis même persuadé qu'en alliant vraiment un environnement sain, c'est-à-dire pour sport-études, on peut avoir des jeunes qui vont s'intéresser au sport parce qu'ils vont comprendre que ce n'est pas dangereux d'y aller, ce n'est pas un truc de brigand comme le disait le grand frère Didier, c'est un environnement dans lequel on peut évoluer sainement en faisant une vie décente et qui réserve un avenir porteur. Et il y a un thème là qu'on a employé tout à l'heure, industrie. Si nous comprenons le sport comme une industrie, comment ça se fait qu'on ne mette pas tous les ingrédients ensemble pour développer une industrie comme celle-là? Et cette industrie n'a pas besoin de matières premières autres que d'abord la valeur humaine et les moyens. C'est un problème d'homme. C'est-à-dire, si on a tout conçu à la base, et là, on a besoin des professionnels. Quand vous avez un Camerounais comme Nasser qui va sur d'autres cieux, édifier les gens sur la mise en place de leur projet, tout ça. Au Cameroun, je ne sais même pas si les gens savent qu'il existe. Et c'est là le malheur. Makeda, c'est que j'existe. Oui, non, il a fallu que Makeda. Je suis ses activités depuis des années, donc. Il peut être victime de la guerre des clans. Et je veux dire, justement, Jean-Frère Didier. Non, de façon générale. De toute façon, il n'est même pas là, donc. Non, il n'est pas là parce qu'on ne l'a pas sollicité. Ouais. Ça, c'est vrai. Je crois que comme aussi, on a refusé. Non, refusé, je pense pas. Je vais compléter deux trucs. Le responsable du Nation Branding de l'État du Bénin s'appelle Jean-Rufik Kemaïou, c'est un Camerounais. Un Camerounais. Vous comprenez ça? Mais il est au Bénin. Il est au Bénin. Oui. Puisqu'on ne l'a pas utilisé ici. Je ne sais même pas s'il y a un responsable du Nation Branding à la présidence du Cameroun. Oui. Je vous dis, c'est quelqu'un qui parle avec le chef de l'État béninois à tout moment. Dernièrement, on était en discussion avec eux, avec un très grand club européen pour un projet de Nation Branding. C'était lui notre interlocuteur. Une agence comme l'Agadez Sport a eu à son sein pendant longtemps, il est devenu agent de joueur, Junior Oona, qui n'est autre que le fils de Grégoire Oona. Il y a des Camerounais comme ça qui sont là. On ne connaît pas. On ne connaît pas. Ou bien même que l'État camerounais peut connaître. On ne les sollicite pas. Je ne sais pas si à la présidence du Cameroun, il y a quelqu'un qui s'occupe du Nation Branding. Mais on sait pourquoi. Je pense que c'est ce que Ben Modo et Sama disaient, parce qu'il y a un manque de suivi, d'application, il y a un manque même, ça veut dire que d'honnêteté, comme dit, de système. Ça veut dire que le système il peut même savoir ce qu'il faut faire. Mais maintenant, il y a un manque de volonté. Ils ont dit qu'il y a un manque de volonté. Quand on prend des exemples maintenant de prouesses à l'étranger, vous voyez qu'ils savent ce qui se passe, mais maintenant, il y a les gens ne veulent pas, ou bien parce qu'ils ne sont pas des sportifs dans l'âme, on ne sait pas. Donc il faut un suivi, il faut vraiment du sérieux, il faut de l'honnêteté dans ce sport-là. Le sport, d'un côté, on développe le management sportif, il y a la psychologie sportive, il y a la sociologie sportive. Le sport développe beaucoup de choses où il faut des spécialistes dans chaque domaine pour pouvoir accompagner les sportifs. Mais maître, si la préoccupation des politiques, c'est le bien-être des populations, et par conséquent donc de la jeunesse, comment peut-il gouverner sans prendre en compte ces aspects que nous décrivons? Alors, pourquoi tu ne veux pas payer? Tu as peur? On a la fin de l'émission. On a la fin de l'émission. Donc on attend et on espère. On est dans un pays des réseaux. C'est la guerre des clans. Ça c'est un peu. Au baptisme du professeur. Alors peut-être on faudra attendre plus de la part du président qui sortira de l'élection du 12 octobre, maître.
Oui, il faudra attendre plus. On a beaucoup de travail, On a, dans toutes les fédérations, on a des sportifs vraiment qui véhiculent l'image du pays. Je vous ai pris l'exemple d'Ateba Gauthier. Ça dit ce qu'il fait à l'extérieur. On se pose la question s'il y a même des gymnases, s'il y a vraiment le suivi des acteurs comme ça. Comment les Francis Gano gagnent, Ateba Gauthier, Boris Satangana, Cédric Doumbé, sans qu'il y ait des politiques, des infrastructures pour accompagner les sportifs. On attend, il y a encore beaucoup de travail. On les attend sur ce terrain-là. Merci, messieurs, d'être venus débattre avec nous ce soir. Ça n'a pas été évident d'avoir certains invités pour cette thématique, mais bon, ils étaient là. Merci Didier Yiboupa, merci Serge Kamdem-Kwab, Nasser Ndoya et puis Maître Martial Biba. Merci à Adonis Yamen qui était à la réalisation avec Nono Feutueux derrière les caméras, Zipierre au son, Yvonne Amougou au maquillage. Amis sportifs, merci de nous avoir regardé. À la semaine prochaine. Au revoir.